Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez très bien. C'est reparti pour une autre saison du podcast de l'investisseur africain. Le podcast dans lequel on reçoit des personnalités exceptionnelles par leur réussite, par leurs échecs également, et par leur capacité à inspirer les autres. Donc forcément des personnes africaines qui inspirent d'autres Africains à se dépasser pour pouvoir réaliser de très beaux résultats. Ne vous en faites pas, le sac qui est là n'est pas le mien. Je suis pas encore passé de l'autre côté, mais c'est vraiment l'un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui, parce que c'est la création de la personne que nous recevons. Et je vais vous donner un peu l'image de la personne qu'on reçoit aujourd'hui pour que vous puissiez voir à qui on a affaire. Ok? Elle a accouché il y a 2 semaines et demie. On a passé beaucoup de temps à organiser ce podcast. Malheureusement, elle était quasiment à terme quand on devait le faire. Donc, elle a accouché. Et puis, il y a quelques jours, elle m'envoie un message. Jean-Yves, j'ai fini d'accoucher. On peut faire le podcast. J'ai dit, mais attends, ça fait même pas 2 semaines et demie. Ça fait même pas 1 mois plus tôt que tu as accouché. Elle a dit, non, c'est bon. Je suis déjà en jambes, tiens. Il faut aller gagner son pain. Donc, 2 semaines et demie, elle a accouché seulement. Elle est déjà là. Elle est déjà sur pied. Elle est déjà en train de gérer ses affaires. Et c'est elle la créatrice de ce sac emblématique. Je pense que vous avez déjà vu ce sac quelque part. Toutes les stars se l'arrachent, en tout cas les stars africaines et d'autres personnes. Ce sac, c'est un sac Aliwax que vous connaissez certainement parce qu'aujourd'hui, on reçoit la fondatrice d'Aliwax. Je vous prie d'accueillir avec moi Alice Nyapa sous vos acclamations. Alice, on dit quoi? Très bien et toi? Ça va. Toi, tu es sûr que c'est bon? 2 semaines et demie seulement, là, moi, ça me choque. Non, il y a beaucoup de choses que je veux déjà faire. Ok, d'accord. Voilà. Ok, bon, là, merci en tout cas d'être venu. C'est un vrai plaisir de pouvoir discuter avec toi. Ton histoire, je pense que je la connais, d'autres personnes la connaissent, mais l'objectif aujourd'hui, c'est de rentrer dans les détails, tu vois. Et il y a une chose par laquelle on va commencer, avant même que tu te présentes. Tu as dit dans l'épisode de Au cœur du business, que je vous invite d'ailleurs à aller voir, que tu as commencé avec 5 000 francs seulement. Les gens ont été choqués. Les gens ont commencé à dire, il faut arrêter vos histoires d'entrepreneurs. C'est vous qui avez commencé dans le ventre de vos mères. C'est vous qui avez commencé à 0 francs. C'est pas possible. Donc, je crois que là, on va parler de tout ça. Mais avant que tu ne te présentes, est-ce que tu peux nous dire pourquoi quelqu'un qui tombe sur ce podcast devrait le regarder jusqu'à la fin? Je pense que ce podcast sera inspirant. D'accord. Pour la nouvelle génération, pour toutes ces jeunes femmes qui ont envie de se lancer, ces jeunes mamans également qui ne croient pas qu'elles peuvent également briller même après plusieurs accouchements et tout ça. Donc franchement, je pense qu'il sera inspirant. J'en ai aucune doute. Ok, donc tu vas dire toute la vérité aussi. C'est surtout ça qui est... Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Je serais très gentil avec toi. Les gens disent, c'est pas possible, une femme ne peut pas réussir s'il n'y a pas un homme qui est derrière. Il y a plein d'idées préconçues. C'est pour ça que je veux qu'on rentre vraiment dans les détails. On va pas rentrer dans ta vie forcément, mais voilà. L'idée, c'est de montrer aux gens que c'est possible. Ouais. Je pense que c'est vraiment possible. Oui, c'est totalement possible. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Alors, je suis Alice Nyapa. Je suis entrepreneur. Je suis maman de 4 enfants. Je suis en couple. Je suis une rêveuse. Voilà, je suis une passionnée de son métier. D'accord. Je suis une femme qui connaît l'importance de la vie et qui a décidé de profiter de sa vie et de vivre pleinement. D'accord. Voilà. De vivre pleinement sa vie. Donc tu te définis comme quoi? Une rêveuse qui vit pleinement sa vie. Ouais, tout simplement. Sans frein. Est-ce que tu peux nous parler de ce sac? Parce que je pense que c'est une histoire passionnante. C'est quoi comme sac? C'est fait avec quel matériau et comment ça a commencé? D'accord. Alors, ce sac-là, il est sorti en 2023. D'accord. Son nom, c'est la Coupe à Caen. C'est un sac à Caen. On l'a fait avec le masque à Caen de la Côte d'Ivoire. Ok, c'est ça qui est là. C'est celui-là. Ok. Et voilà. C'est du cuir qui est utilisé? C'est du cuir. Ok. Du cuir local ivoirien? Non, il n'est pas local ivoirien. Celui-là, il vient d'Italie. D'Italie, d'accord. Mais on travaille avec plusieurs types de cuir et de diverses origines. Ok, super. Faut quand même avoir la quantité. Ouais. Ok. Donc, c'est un sac, on va pas dire à combien il est vendu. Si vous voulez savoir combien il est vendu, allez dans une boutique Aliwax ou bien sur le site internet et vous allez pouvoir commander votre beau sac. C'est un sac qui, ici, en tout cas, les célébrités ivoiriennes se l'arrachent. Olivia
de Dabali Express et je pense qu'elle a une collection. Olivia que vous connaissez très bien sur la chaîne d'ailleurs. Donc je vais te montrer une image qui va dans la même lancée et puis tu vas nous dire un peu qu'est-ce que ça t'inspire. Donc, est-ce que c'est toi qui as pris cette photo? C'est toi qui balaye là? Oui. Ok, donc ça on voit bien une boutique. Bon, je te laisse nous expliquer un peu la photo. Alors et puis là, nous tu sommes verras. en face de la boutique Aliwax Zone 4. D'accord. Et j'ai pris cette photo le lendemain de l'ouverture. De l'ouverture. C'était laquelle boutique, si je peux le dire? La deuxième. La deuxième boutique. Oui, la première avait été ouverte en gré et ensuite la zone 4. La seconde en zone 4, la troisième à l'aéroport d'Abidjan. Ok, donc aujourd'hui, tu as 3 boutiques en Côte d'Ivoire et tu fais aussi des ventes éphémères, exceptionnelles, un peu partout, comme à Paris récemment. Oui, sur les Champs-Élysées, Paris. Tu dis que tu as commencé à 5000. Raconte-nous comment ça a commencé toute cette histoire. Faut savoir en fait que je suis une femme, j'étais une petite fille qui aimait vraiment se chercher. D'accord. Je n'ai jamais vraiment ressenti le besoin financier de me chercher. D'accord. Parce que ma maman prenait vraiment soin de moi et de mes frères. J'ai grandi avec ma maman et ma maman vraiment elle a été top. Okay. Mais personnellement, j'avais l'habitude en fait, je n'ai pas connu l'homme qui donne dans la maison. J'ai connu la femme qui travaille. Ok, parce que c'était maman seule. Oui, c'était maman qui prenait soin de nous. Ok, du coup, tu es née en Côte d'Ivoire, tu as grandi avec maman et tout. Ok. Je suis née à Abidjan, en zone 4. J'ai grandi avec maman ici à Abidjan. D'accord. Donc, je la voyais et je me suis rendu vite compte, je ne sais pas pourquoi, que si maman n'était plus là un jour, ma vie allait être difficile. Ah bon? Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis ce genre de personne-là, très prévoyante, qui voit très loin, qui s'imagine tous les cas possibles. Et je me suis dit, si ma maman n'est plus là aujourd'hui, je suis foutue. D'accord. Et déjà, quand je suis arrivée en 6e, je vendais le toffee en classe. Toffee en classe. Toffee en classe. Cette histoire-là, les gens vont dire les entrepreneurs nous fatiguent. Non. Tu as vendu toffee aussi. Oui, il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait. C'est ça. Et moi, franchement, j'aimais ça. C'est-à-dire, je me rappelle, il y a un tonton qui est venu à la maison, il m'a donné 1500. D'accord. Tu vois, les tontons gentils qui viennent, qui donnent l'argent avant de partir, là. Et moi, je suis allée acheter une boîte de bonnets. Je me rappelle. Et je suis venue avec ma maman, c'est elle qui m'a aidé, on a fait toffee. Elle pensait que je voulais manger. Au début, elle n'était pas contente. Ah, pourquoi tout l'argent qu'on t'a donné là, tu vas pas aller acheter ça et tout. Mais elle m'a quand même aidé. Et j'ai utilisé ça. Le lendemain, je suis partie à l'école et j'ai vendu. De 8h à midi, j'avais déjà fini de vendre. Wow. Et de là, en fait, je me suis retrouvée avec 3000 francs en main. Ok. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu avais décidé de vendre les toffees? Est-ce que c'est parce que tu voulais avoir de l'argent de poche déjà en 6e? Oui. C'était juste pour avoir plus d'argent. Oui. Et tu voulais en faire quoi? Parce que, tu sais, je n'aime pas qu'on me dise non. Ma maman, elle aimait bien te dire non. Quand je lui demande de l'argent pour faire ceci, elle te dit non. Oh, tu es trop petite et tout. Alors que moi, j'aimais être indépendante. Donc, à ce moment-là, les 3000, 4000 francs que j'avais par mes ventes de toffee me permettaient de pouvoir acheter tout ce que je voulais en termes de goûter, etc. D'accord. Donc, j'ai toujours vraiment eu ce réflexe-là d'avoir mon propre argent. En fait. Okay. Et c'est de là que tout est parti. Et j'ai commencé petit à petit. Quand je suis arrivée au pensionnat, j'avais déjà l'habitude, en fait, de vendre des petites choses à mes copines. D'accord. Et après le baccalauréat, je voulais développer mon activité. Ok, donc là, tu as 25 ans aujourd'hui, tu as eu le baccalauréat à 16-17 ans. À 16-17 ans. Ah, tu l'as eu tôt quand même. Oui, par la grâce de Dieu. Une tête bien remplie. Donc, un peu, tu as le baccalauréat, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai le baccalauréat, je demande à mes frères, bon, c'est eux qui me demandent d'abord, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? C'est ça. Et moi, je dis, je veux lancer un business. Ils commencent à rire. Toi encore et tout. La petite faut te concentrer. Tu vas finir le baccalauréat et une mention, tu vas aller en Europe, comme nous, parce que vous étiez tous en Europe, en Chine, etc. Et tu vas continuer tes études. Moi, je dis non, je veux bien lancer mon business. Et comme j'insistais, ma sœur a mobilisé mes frères côté partenaire, parce que faut savoir que je suis un enfant de 2 unions et je suis le seul enfant de l'union. Donc j'ai des frères côté papa, j'ai des frères côté maman. Ok, tu as quand même des rapports de part et d'autre, quoi. Oui, même si papa n'était pas à la maison. Oui, top. Ok, super. Donc elle a parlé à tout le monde. Côté papa, ils ont cotisé. Côté maman aussi, ils ont cotisé. Okay. Mais celui qui était devant, en plus d'elle, c'était mon grand frère Jean-Hugues, paix à son âme. Donc lui, les frères, eux, ils m'aidaient juste pour se débarrasser de moi. Parce que j'ai eu le baccalauréat, il faut me faire cadeau. Et j'insiste pour dire que c'est ça que je veux. Donc il veut bien faire. Mais Jean-Hugues, par contre, lui, il croyait vraiment que je pouvais m'en sortir dans ça. Lui, il y croyait.
D'accord. Voilà, c'est différent, c'est une sensation différente. Et pour l'enfant que j'étais, ça me motivait particulièrement de voir que mon grand frère tenait vraiment à ce que je réussisse. Ok. Voilà. Et lui, il était en Chine, il devait rentrer à Abidjan. Et il a fait beaucoup d'achats. Il a ramené sur Abidjan. Il dit, ah voilà, c'est ton cadeau. Tu dis que tu veux lancer un business, non? Voilà. Et c'était quoi exactement qu'il avait acheté? C'était des vêtements. Des vêtements. Voilà, okay, des vêtements pour femmes. Ouais. Et ma sœur, côté papa, elle a réussi à m'acheter des chaussures, voilà. Donc, on m'a envoyé de la marchandise. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Mais donc, ouais, 5 000 là. Non, mais ça n'a pas marché, en fait. Ok, je te laisse continuer. Ça n'a pas marché. Quand tu as commencé à vendre, et pourquoi ça n'a pas marché? Parce que j'ai fait beaucoup de prêts. J'ai donné crédit à mes copines. Mon Dieu, c'est pas possible. Oui. Donc, elles n'ont pas remboursé. Elles n'ont pas remboursé. Et moi aussi, j'ai porté les tenues. Faut savoir. Okay. Moi aussi, parce que je me suis dit, ce que j'ai déjà, donné comme crédit pouvait me permettre en fait de pouvoir relancer mon business. C'est comme ça que je réfléchissais à l'époque. Okay. Et il y avait des tenues. À chaque fois qu'il y a des événements et tout, et qu'on m'invite là, moi aussi je porte pour aller retrouver mes copines, etc. Donc ça n'a pas marché. Okay. Je me suis retrouvée à zéro, à plat. Ok, ça n'a pas marché parce que tu as fait crédit aux gens, parce que tu as porté ta marchandise. Moi-même. C'est comme si tu vends des produits puis tu les manges. Exactement. Ok. C'est ça. Et donc, ça marche pas. Qu'est-ce que tu fais après pour te relever? Alors. Moi, c'est la partie des 5 000 là qui m'intéresse. En fait, mes frères, comme je dis, ils sont des moqueurs. Ok. Ils sont capables de se réunir tous autour d'une table, te faire asseoir, te parler sérieusement et 5 minutes après, ils vont commencer à rire, tu vois. Et je ne voulais pas passer par là. D'accord. C'était ça, en fait, ma motivation. En fait, les vacances arrivaient, il y avait de fortes chances qu'ils rentrent à Abidjan. Et ils allaient venir me demander le résultat. C'est mon business, tu dis, tu voulais faire là, où est le résultat? Et c'est donc que le seul qui a cru en moi véritablement, en plus de ma sœur Sarah, c'est Jean-Hugues. Il allait se retrouver, en fait, au milieu d'eux, comme un idiot, à avoir cru en elle. Et je ne voulais pas que la seule personne parmi cette team-là ait honte, en fait. Donc, je réfléchissais à chaque fois à comment faire pour me relancer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à voir les bombers qui commençaient à sortir. Les quoi? Les bombers. C'est quoi les bombers? Ce sont des pullovers. Pour femmes? Pour femmes, pour hommes, c'est mixte. Pour enfants également. Okay. Et ça, la hype, je peux dire ainsi, commençait à l'extérieur. Et je me suis dit, pourquoi pas lancer ça aussi? D'accord. C'est comme ça que j'avais un morceau de pagne 2500 et je suis allée voir mon couturier du quartier. J'ai négocié sa main d'œuvre également. Et c'est comme ça que sa main d'œuvre était de combien? 2500. Ok. En tout cas, le tout m'est revenu à 5 000 francs. 5 000. Donc, Je crois 2 000 francs, le pagne target à l'époque, c'est 2 000 francs. D'accord. Et 3 000 francs, sa main d'œuvre. Donc, ça me faisait un truc de 5 000 francs. Donc, les bumpers, là, c'est quoi? On met ça comme ça? Non, c'est des pullovers avec une chaînette au milieu comme ça. Ah oui, ok. Donc, tu fais ça, tu utilises le pagne en question. On prend les pagnes africains et tout ça. Et puis, on fait le pullover. Oui. En 2017, il coûtait 2 000 francs. C'est ça. Ok. Avec l'évolution des prix, aujourd'hui, on peut en avoir à 2 500. À 2 500. Donc, tu prends ça, tu vas voir ton couturier. Il était juste à côté de moi, je suis partie le voir. Je lui ai dit, il m'a dit, non, c'est trop petit, il doit acheter la doublure, il doit acheter la chaînette, etc. C'est petit. Et moi, je lui ai dit, parce qu'il galérait comme moi. Ça marchait pas. Ça marchait pas. Couturier pour qui ça marche pas à Abidjan? Non, pour lui, ça marchait pas. Parce qu'il donnait beaucoup de faux rendez-vous. Bah, normal, voilà. C'est la raison pour laquelle même on s'est séparés. Ok, là. Donc, on va arriver à ça. Voilà. Donc, il a fabriqué le Bombers et moi, j'ai porté, vu que j'étais un peu blogueuse, on peut le dire. Oui. Et j'avais une page, je partageais ma vie, mon quotidien, etc. Donc, j'avais une petite communauté. D'accord. 5 000 abonnés. 5 000 abonnés sur Facebook à l'époque. Oui. Okay. Aujourd'hui, tu es très active aussi sur Facebook. Oui. Tu en as combien? Peut-être 2500, je sais pas. 250 000. 2500, j'avais dit 250 000, voire plus. Ok. Donc, c'est comme ça que j'ai lancé. Et j'ai porté, j'ai fait une photo, j'ai posté, les gens ont apprécié. J'ai vendu le premier, on m'a demandé d'autres pagnes, d'autres couleurs, etc. Et moi, je suis allée au marché, j'ai fait des photos de plusieurs pagnes. Ok. Et j'ai partagé à mes clients. Et quand un client veut le Bombers, il fait une avance, je produis, je vais acheter. Et puis c'est comme ça. Non, il faut que tu répètes cette partie-là. Parce que beaucoup de ceux qui nous regardent pensent que ce n'est pas possible de lancer un business avec ce montant que tu viens de dire, 5 000. Non. Ton procédé était simple. C'était simple. Tu as fait un échantillon, on va dire. Tu es parti sur ta page. C'est que nous tous ici, on a un Facebook, un compte Facebook, ou bien on est aussi sur TikTok, on a au moins une page sur un réseau social.
Donc, tu as fait le premier exemplaire, tu as porté, tu es parti sur les réseaux sociaux, tu as dit, je vends ça désormais, qui veut? Et donc, ceux qui voulaient t'ont envoyé l'argent, après que tu aies pris les photos de plusieurs modèles quand même. Et c'est avec cet argent qu'ils t'ont envoyé que tu as commencé à produire pour leur envoyer. Bah oui. C'est bien ça? Oui. Il n'y a rien de sorcier, j'ai envie de dire. En fait, en même temps, il y a la confiance qu'on crée lorsqu'on on génère une communauté. Ok. Parce que les gens ont l'habitude de te voir et tu as une petite crédibilité à leurs yeux. Ok, donc tu penses que ça a été quand même, ça a été un gros facteur de réussite, le fait que tu es déjà... Oui, parce que c'est de cette petite communauté-là que c'est parti. En fait. Mais tu partageais quoi sur cette communauté? Pourquoi tu as pensé à avoir une communauté déjà? Et bien toi-même, tu étais une star déjà, quoi. Non, pas que j'étais une star, mais j'aimais beaucoup écrire. D'accord, ok. Donc... et surtout, voilà, j'aimais partager mon quotidien. D'accord. Voilà. Je crois que au pensionnat, par exemple, j'étais première en philosophie. Ah, ok. Tu vois? Donc, c'est vraiment la personne qui écrit, quoi. Voilà. Qui écrit, quoi. Qui écrit, oui. Thèse, antithèse, etc., tu vois? Donc, je gribouillais, mais je parlais vraiment de tout et de rien. Je donnais mon avis. Mais pas sur des sujets un peu comme ce qu'on voit aujourd'hui, là. Voilà. J'avais mes propres sujets que je développais. Et puis, il y a des personnes qui aimaient ça, qui aimaient lire. Voilà. Que même si ces personnes n'étaient pas nombreuses, mais au moins, tu as trouvé celles à qui ça intéressait. Et puis, c'est bon. Ça, c'est bien. Donc, la question que j'ai pour toi, quand on parle de ça, tu penses qu'aujourd'hui, la meilleure façon de lancer un business, c'est d'avoir déjà une communauté? Je ne dirais pas que c'est la meilleure des manières, mais pour moi, en tout cas, ça m'a réussi. D'accord. Et je pense qu'il y a des business aujourd'hui qui nécessitent une communication sur les réseaux sociaux. Donc, c'est très important, en tout cas, et c'est bénéfique. C'est ça. Ça permet d'évoluer beaucoup plus vite, d'avoir une communauté et de pouvoir présenter notre travail à la communauté. Voilà, c'est très bien. C'est un peu comme une famille, en fait, qu'on a. Et on vient présenter notre produit à la famille. C'est ça. Et après, tu nous diras un peu l'accueil que ta communauté a réservé à tes sacs Aliwax. Ouais. Donc, le conseil que tu pourrais donner à tous les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui n'ont pas d'argent aussi, qui ne croient pas que c'est possible de se lancer avec 5 000 francs ou avec moins, que peux-tu leur dire? Moi, je vais simplement leur dire que quand tu n'y crois pas, tu ne le réussis pas. C'est ça. C'est tout, en fait. Moi, quand j'ai rencontré Lily Création la première fois, je n'ai pas pensé que peut-être c'est un homme, peut-être c'est quelqu'un qui fait ça. Elle m'a présenté son travail, elle m'a présenté ses débuts. Lily Création, c'est qui encore? Lily Création, c'est un mentor que j'ai. Elle est très connue en Côte d'Ivoire aussi dans le domaine des vêtements. Ok. Et voilà, quand je l'ai rencontrée, elle m'a boosté. Je dis ça pour ceux qui savent pas. Oui, elle m'a boosté, tu vois. Et j'ai avalé tout ce qu'elle m'a dit. Oui. Textuellement, j'ai avalé quand elle m'a dit Alice, parce que je me rappelle, il fallait que j'ouvre une boutique à l'époque. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu penses du fait que j'ouvre une boutique? Ma maman ne veut pas. Elle m'a dit, Alice, prends tes décisions. Prends tes décisions. Si tu le ressens, bah vas-y. D'accord. Et quand je suis descendue de sa voiture ce jour-là, je suis allée directement faire les recherches pour avoir ma propre boutique. Elle m'a donné tous les conseils pour que je puisse lancer mon business et réussir. C'est vrai que j'avais déjà lancé mon business et même accompagné. Et quand elle m'a dit que tu sais, moi, par exemple, je n'ai jamais eu besoin de prendre un prêt à la banque. Je n'ai jamais eu besoin de normes. Je n'ai jamais eu besoin de ceci, de cela. J'ai pas dit, celle-là est en train de me mentir, elle est en train de me doyer, comme on dit aujourd'hui. Non. J'ai cru ce qu'elle a dit. Et le fait de voir une jeune femme en train de réaliser ce qu'elle est en train de faire m'a fait comprendre, en fait, dans mon mindset que c'était possible pour moi aussi, en fait. D'accord. Tu vois? C'était possible pour moi aussi. Et si tu ne crois pas, c'est-à-dire si quelqu'un vient te présenter son travail et que directement tu assimiles son travail à du mensonge, tu vas automatiquement te bloquer. C'est peut-être parce que aussi on a eu tellement de personnes, d'entrepreneurs qui ont créé des histoires autour d'elles qui ne sont pas vraies, que les gens ont fini par ne pas croire. Bon, après, ça ne peut pas justifier aussi qu'on ne croit totalement en personne. Donc, le conseil que tu donnes, c'est de vraiment ne pas avoir de barrière. De prendre en fait les expériences des autres et puis d'en tirer ce qui est intéressant pour se lancer également. Mais en tout cas, c'est possible de le faire, peu importe le montant. Le procédé est simple, un échantillon, déjà une communauté. On va arriver à ça, une communauté, un échantillon et après on va à sa communauté. Et beaucoup de patience aussi. Aussi, ouais, ça c'est important. Donc, est-ce que tu dirais à un jeune aujourd'hui, commence déjà par avoir une communauté. Tu as certainement une passion. Peut-être tu sais écrire, peut-être que tu aimes le foot, peut-être tu aimes le basket, peut-être tu aimes la cuisine. Est-ce que tu partages pas ça déjà, avoir une certaine communauté pour, lorsque tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat finalement, avoir déjà des clients qui sont prêts à acheter tes produits? Est-ce que c'est un conseil que tu donnerais? Bah oui, c'est un conseil, voilà. Parce que tu sais, quand tu n'as pas d'argent, il faut être créatif. C'est ça.
Voilà. Et si tu n'as pas d'argent, avoir une communauté est une force. Ok. Parce que dans la communauté que tu vas générer, il y aura pas que des personnes comme toi, c'est-à-dire qui n'ont pas d'argent. Tu vas sûrement toucher une dame entrepreneur quelque part, la femme d'un ministre, etc. Tu vas toucher peut-être quelqu'un. Cette personne ne va peut-être pas commenter tous les jours pour que tu saches qu'elle te regarde, mais ce sont des personnes en fait que tu vas toucher de par ta personnalité, de par ton travail, etc. et qui vont t'aider beaucoup plus en fait que s'ils avaient vu ton produit dans un magasin. Ça, c'est sûr. Voilà, donc je conseille ça vivement. Ok, bon. Pour ajouter à ce qu'elle a dit, parce qu'il y a beaucoup qui vont dire, mais Jean-Yves, toi, tu fais quoi sur les réseaux sociaux, avec tout ce que tu dis que tu as déjà et tout, ben, vous ne comprenez pas aujourd'hui que, pour moi, ça devient même, c'est vital, c'est un accélérateur. Quand j'ouvre un parc aquatique, ceux qui viennent dans le parc aquatique, ce sont ceux qui me suivent déjà, c'est ma communauté. Là, je suis en train d'ouvrir l'hôtel, bah, c'est aussi ma communauté qui viendra à l'hôtel. Oui. Donc, c'est comme si vous avez des personnes qui déjà vous admirent pour ce que vous êtes, qui vous aiment et donc qui sont prêts à consommer vos produits, peu importe quoi. Donc, le but aussi, c'est pas de faire une communauté juste pour ça. Attention, mais c'est de juste avoir des gens qui croient aux mêmes choses que vous, qui ont les mêmes valeurs et qui décident de vous soutenir quand vous lancez un nouveau projet. Mais à la communauté, c'est pas que recevoir. Recevoir, c'est aussi donner. C'est surtout donner. Voilà, c'est vraiment donner de soi, faire briller sa passion, faire briller son âme et voilà, faire ressortir le potentiel qu'on a. Et c'est à travers ce qu'on donne à la communauté qu'on va recevoir. Ok, ça c'est bien dit. Donc revenons à l'histoire. Du coup, tu vas voir le tailleur. Tu commences à produire en quantité tes articles à l'époque. Et ce business, il en est où? Qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, ça n'a pas marché. Pourquoi encore? Ça n'a pas marché parce que le couturier, à un moment, il a commencé à avoir plus de clients, plus de commandes à travers moi. Et tu sais, c'est là que je te rends compte pourquoi ça marche pas en fait. Pourquoi? Ça marche pas, ça n'a pas marché pour lui. Pourquoi? Parce que simplement, c'est quelqu'un qui aimait boire beaucoup. Quand il a un peu d'argent, c'est-à-dire quand il a une commande de 300 000, 400 000, quand je finis de régler, etc., il va fermer son magasin un peu, aller chauffer. Quand il n'a plus rien, il va revenir, etc. Et ça n'a pas pu tenir, en fait. Voilà. On s'est disputé, on s'est séparés. On s'est réconciliés après. Peut-être qu'il va voir la vidéo. On s'est réconciliés après, on est en de bons termes. Si tu vois la vidéo, tu as mal fait au départ. Hein. J'espère que tu as changé. J'espère pour lui. Okay. Donc, on s'est séparés. Mais vraiment, et moi, tu sais, j'aime les défis. D'accord. Quand la dernière fois qu'on s'est vu, il m'a dit, tu penses que la couture là, c'est facile? Ah, ça, c'est quand vous vous sépariez, quoi. Tu sais pas faire. Nous, on fait pour toi. Et puis toi, tu te prends. Yeah. Ça, il fallait pas qu'il te dise ça, quoi. Et mais c'est quelle couture toi tu fais? Oui. Que moi, je peux pas apprendre aussi. Non, c'est difficile, c'est beaucoup de travail. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je vais apprendre. Ok. Je vais apprendre. Moi aussi, je vais apprendre. Et c'est comme ça que j'ai pris une partie de mes économies parce que cette fois-ci, j'avais réussi à faire des économies. J'ai pris une partie de mes économies. J'ai commandé ma machine. C'était une machine que j'avais achetée depuis la France même. Je l'ai fait venir à Abidjan. D'accord. J'ai acheté ma machine. Elle est venue et j'ai chaque soir acheté dessus. Tuto YouTube. C'est ce qu'on voit là. C'est pas celle-là exactement. C'est pas celle-là, c'est une autre des machines. Mais voilà, okay. ça c'est une photo de mon ancien atelier. D'accord. Voilà. Là où on a pas là où on a débuté, mais on va dire c'est le deuxième. Okay. Le deuxième atelier, avant d'avoir l'usine de production de Javille qu'on a vu. Ok. Donc, on continue du coup. Le couturier t'a poussé finalement à sortir de tes retranchements et c'était comme un défi quand il te disait tu peux pas le faire. Ouais. Donc, tu t'es dit, je vais lui montrer. Je vais lui montrer. Et c'est comme ça que tu t'en vas acheter une machine. Et donc, quand tu commences, et donc, tu faisais les vêtements? Non, pas les vêtements. Sur YouTube, j'ai appris à faire des coussins de table. D'accord. Des coussins de lit. Ok. J'ai appris à faire des sets de table plutôt. J'ai appris à faire des tabliers et des tote bags. Attends, tu as appris tout ça sur YouTube? Sur YouTube. Tu n'as pas suivi de formation? Moi, je passe toute ma vie sur YouTube. Tu n'as pas suivi de formation pour ça? Bah non. Donc finalement, c'est ta même connexion Internet, c'est la même chose que tu prends et tu t'es formé sur YouTube. J'ai appris trop de choses même sur YouTube en fait. Vous n'avez plus d'alibi. Hein. Franchement, non, vous n'avez plus d'alibi. Si c'est encore moi qui dis ça, vous pourrez vous raconter tout ce que vous voulez. Mais voilà, elle vient de vous dire, elle apprend tout sur YouTube. Ouais. Donc, tu apprends à coudre et donc tu fais les sets de table, les coussins et tout avec des motifs africains, je pense. Des motifs africains, des tissus. Et comment se passe ce business? Ça évolue bien parce que déjà, je commence à présenter, mais cette fois-ci, je communique en disant que c'est moi qui les ai fait. D'accord. Donc, ça prend une petite valeur en plus. C'est ça. De savoir que je les ai fabriqués de mes propres mains.
Et c'est comme ça, par la grâce de Dieu, dans cette communauté-là, il y avait la femme de l'un des directeurs de Socofray. De Socofray. Socofray qui est... Oui, Socofray qui est une entreprise qui vend le vivrier, quoi. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est par cette femme-là, elle dit à son mari, écoute, il y a cette petite-là, elle fait des tote bags et tout pour entreprise. Des tote bags? Des tote bags. C'est quoi les tote bags? Les petits sacs, oui, en créton, tissu, les cabas. Oui. Et elle fait, il faut la contacter. C'est comme ça que le monsieur me contacte. D'accord. Et jusqu'à aujourd'hui, il commande encore chez nous. Waouh. Donc le imagines? monsieur te contacte, il te donne le marché. Il me donne le marché. Parce que sa femme te suit sur les réseaux sociaux. Parce que sa femme me suit sur les réseaux et qu'elle m'aime bien. Bien. Ok. Elle trouve que la petite, elle est gentille. D'accord. Elle passe commande chez elle. Ok. Et c'est comme ça qu'il commande chez moi. Et je produis des sacs. Chaque soir, je produis une quantité. Chaque soir. J'ai fait 1 mois et demi pour produire 100 sacs. 100 sacs. Les sacs, tu les vendais à combien à l'époque? 5 000, 4 000, ça dépend. Ok, tu faisais une petite marge quand même dessus, une belle marge. Une grosse marge. Une grosse marge, oui. 300%, 400%. Ah, c'est bien, c'est bien. Faut pas minimiser les choses. Bah non. Donc tu faisais une très belle marge dessus. Très belle marge. Ça t'a permis d'avoir assez de cash, oui, finalement. Ça m'a permis d'avoir du cash. Et après, lui, il y a eu d'autres entreprises qui t'ont fait confiance. Qui m'ont fait confiance. Et à aucun moment, tu t'es dit, ah non, peut-être que je ne serai pas à la hauteur. Je vais pas pouvoir le faire, non. Tu avais quel âge déjà à l'époque? Je crois 18 ans. 18 ans déjà? Tu faisais tout ça? Waouh. 18 ans. Ça a donné quoi ce business après? Très bien. Jusqu'à présent, je fais encore. Tu fais toujours ça? Oui, je fais toujours ça. À quel moment ces sacs sont rentrés? C'est ça que là, c'est après l'ouverture de ma boutique d'engrais. D'accord. Parce que c'est grâce à ces sets de table, ces tote bags, ces c'est les tote bags, on voit, oui, tout ça. Les chapeaux de bain, les barrettes, les boucles d'oreilles, les chaussures en paille. Franchement, c'était un fourre-tout ma boutique à la base. D'accord. Et c'est après ça que j'ai rencontré mon premier fournisseur de sacs à Abidjan. D'accord. Voilà. Et en fait, je voulais faire des sacs. Je suis allée au Maroc d'abord pour essayer de chercher des fournisseurs. J'en ai pas trouvé la première fois. Et au retour, j'en ai découvert sur Abidjan. Ah, mais il y en a même à Abidjan. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec mon premier fournisseur de sacs. Il a commencé à me livrer les sacs. Au fur et à mesure, on a évolué ensemble. Et quand il dit tu livrais des sacs, il te livrait des sacs déjà confectionnés, déjà faits? Il fabriquait lui-même et puis il te donnait, ok. Non, c'était un artisan qui me fabriquait les sacs pour moi. Et puis voilà, il me livrait. Et moi, je faisais de belles photos, je les repostais, etc. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai développé l'activité beaucoup plus. Ok. Ces sacs, quand même, sont de très bonne qualité. Franchement, c'est de belles finitions. C'est du beau cuir. Je disais, elle veut s'attaquer à Louis Vuitton ou à toutes ces marques-là. Pourquoi avoir décidé de te mettre finalement sur un produit premium? Parce que ça, c'est clairement un produit premium. Donc, pourquoi avoir décidé de te lancer dessus? Est-ce que c'était une volonté stratégique de ta part pour peut-être faire connaître plus ton entreprise? Allez. Pourquoi? À la base, c'était pas de l'argent. Franchement, c'était pas l'argent. Okay. Tu voulais pas plus d'argent? Tout le monde veut plus d'argent, Jean-Yves. Mais c'est pas pour l'argent que j'ai décidé d'aller directement sur du premium. C'est par rapport à la clientèle. Parce que j'ai commencé à avoir une clientèle de ministres de tous les pays. Ah bon? Ministre du Gabon, ministre du Congo. Franchement. À partir des autres sacs que tu faisais, quoi? Oui. Ok. À partir des sacs d'Abidjan, des sacs en simili cuir que je produisais de base, là. D'accord. Les sacs on prenait tout à Abidjan. C'est après qu'on a commencé à aller en Chine, on a commencé à aller en Italie, etc. À la base, c'était du 100% Abidjan. C'est ça. Donc, c'est avec ces sacs-là que j'ai commencé à toucher ces femmes, de par Madame la ministre Dogo, qui était cliente de la marque Aliwax. Donc, elle est ministre. Quand ses homologues ministres arrivent, elle a envie de donner un sac, elle a envie de donner un présent de son pays. Donc, elle va donner à tel ministre, tel ministre, tel ministre, tel ministre. Et au fur et à mesure, on connaît la marque Aliwax, en fait, de par elle seule, dans toute la sous-région. Et c'est que des ministres, en fait. Elle en donnait à tout le monde. Et c'est au fur et à mesure, en fait, que elle a comme ça me fait des remarques. Ah, tu vois, on peut améliorer ici. Ah, on peut améliorer ici. Avec les tu peux redire le nom de la ministre? La ministre Dogo. Dogo. Okay. Belmont Dogo. Ok, Belmont. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à voir, en fait, que, le simili que j'offre, par exemple, il n'est pas, il ne peut pas durer dans le temps. Je peux l'améliorer avec ça, avec du cuir. Mais je veux faire ceci, je veux faire cela. C'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, je me rappelle, Madame Sephora Kodjo, qui est un mentor à moi. Elle m'a dit, Alice,
tu n'as pas envie d'aller à l'extérieur, tu n'as pas envie d'aller en Italie, d'aller en Chine, d'aller dans d'autres pays, fais des recherches et essaie de voir si tu peux avoir une meilleure qualité de produit, etc. Et c'est comme ça que dans la foulée, j'ai un voyage qui m'est offert par le ministère du Commerce. Ils m'ont envoyé aller représenter la marque si je veux, tous les artisans ivoiriens en Afrique du Sud. D'accord. Et c'est là-bas que je rencontre une première personne qui m'aide à faire venir une première formatrice à Abidjan. Franchement, c'est vraiment une succession d'événements, mais c'est la grâce de Dieu, en fait. C'est vraiment la grâce de Dieu. Et ça part d'un début parce que lorsque je décidais de lancer la marque Aliwax, après mon premier échec, j'étais vraiment devenue, je m'étais donné plus au Seigneur. Tu vois, j'étais devenue beaucoup plus chrétienne. Et je suis allée à l'église, j'ai dit, Seigneur, moi, je veux me lancer dans la mode. À l'époque, la mode, il y avait une image de la mode. C'est ça. Donc, je me suis dit, Seigneur, tu sais, je veux me lancer dans la mode. Si c'est un chemin qui va me faire perdre mon âme, je veux échouer encore et passer à autre chose. C'est comme ça que ma prière a été faite. Et j'ai sémé à l'église. Et quand j'ai commencé mon business, j'avais l'impression que je suis là. Et il y a quelqu'un derrière, en fait, qui est en train de tout tracer. C'est pour ça que je n'ai pas changé mon comportement face à l'argent, parce que je suis bien consciente qu'il y a quelqu'un derrière qui me pousse, en fait. D'accord. Et je me dis, si cette personne-là n'est plus là, comment je vais m'en sortir? Parce qu'à la base, c'est que moi, mon visage. Mais il y a quelqu'un au-dessus de moi qui a décidé que j'allais être là. Ok. Et c'est pour ça que tout ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire ma grossesse très jeune, le fait que... On en parlera d'ailleurs. Voilà, ouais. Tout ce qui m'est arrivé n'a pas freiné mon élan. Voilà, parce que je pense que cette base-là, le fait que le Seigneur ait décidé, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, pardonnez-moi. Mais non, mais franchement, tu partages aussi. Le fait que le Seigneur ait décidé que ce business allait marcher pour moi, c'est une question de destinée, en fait. D'accord, ok. Donc, pour tous ceux qui ont toujours pensé qu'il y avait forcément un homme derrière qui tirait les ficelles, qui a ouvert les portes à Alice, bah, tu dis que cet homme, en fait, c'est pas un homme physique, c'est Dieu qui est derrière et qui finalement... Ils n'aiment pas entendre ça. Ils n'aiment pas entendre ça. Parce que quand tu parles comme ça, les gens se disent, mais oui, c'est bon, mais pourquoi Dieu fait pas pour moi et puis fait pour toi? Non, c'est une question de destinée. Okay. Tu vois, il faut vraiment pas envier les autres. Moi, j'en connais des jeunes femmes de 23 ans, 24 ans, super riches, parce que leurs parents ont travaillé pour ça. Je vais dire quoi? Je vais dire que toi, t'as pas de mérite, c'est parce que ton papa a travaillé. Enfin, ton papa devait travailler aussi. Tout simplement, c'est une question de destinée. D'accord. Il faut accepter sa destinée. Et lorsqu'on a l'impression lorsqu'on n'est pas satisfait de sa vie, il faut se questionner, essayer de demander à Dieu pourquoi et chercher en fait sa mission de vie. Ta mission de vie n'est peut-être pas d'être milliardaire sur la terre. Je sais pas ce que Dieu te réserve là-bas. Ta mission de vie n'est peut-être pas de diriger une équipe de 100 personnes. C'est peut-être pas ça. Peut-être que Dieu veut que tu sois la bonne maman qui va éduquer un grand ministre demain. Peut-être que tes enfants vont, je sais pas, ton fils sera peut-être docteur, il va sauver la vie de tel nombre de personnes. Nous avons chacun une mission de vie. Il faut la trouver, en fait. C'est ça qui est le vrai point. Il faut trouver sa mission de vie. Et lorsqu'on a la grâce de trouver sa mission de vie, il faut vivre pleinement. Voilà. Et se battre pour faire plaisir au Seigneur à travers sa vie. Ok. Et comment trouver cette mission de vie selon toi? Bah, moi, comme j'ai dit là, ça a été ma technique. Moi, je suis le genre de femme, quand elle rencontre un homme, elle dit, Seigneur, si c'est pas lui. Faut laisser. Ça gâte te gâter. Et puis, ça te gâte le lendemain. Ok. Tu vois? Et j'ai toujours eu cette relation avec le Seigneur. Et je me suis dit, voilà mes rêves. Parce que tout part de mes rêves et de mes ambitions. J'ai toujours aimé la mode. J'ai toujours aimé le journalisme et la communication. Voilà, ce sont les 3 choses que j'ai beaucoup aimées. Et je voulais à tout prix réussir dans un. Quand j'ai fini le baccalauréat, j'ai passé un concours à l'ISTC. J'ai travaillé de ouf. Moi qui étais première en philosophie, deuxième en français, super calé, etc. Quand je suis arrivée, j'ai échoué lamentablement. J'ai pas compris pourquoi j'ai échoué à l'ISTC, en fait. J'ai échoué. Pendant que, je veux pas mal parler de gens, mais pendant que des personnes qui étaient qui étaient à 15 rangs de moins que toi, 20 rangs de moins que toi, ont réussi à rentrer beaucoup plus facilement. Tu te poses des questions, tu te demandes, pourquoi pas moi? Moi qui avais les meilleures notes, etc. Et je me suis dit, ça n'a pas marché là, je vais essayer autre chose. Et c'est comme ça que je suis allée en communication à Pigé Côte d'Ivoire et j'ai lancé mon business. Voilà, j'ai lancé mon business de bomber. J'ai vu que mon bomber, ça a marché. Dès que j'ai lancé, ça a marché. Je suis allée à fond. Tu vois? Donc, il faut pas calquer sa vie à travers l'autre. Il faut pas vouloir ressembler aux autres. Il faut chercher sa propre histoire.
sa propre vie et laisser Dieu nous guider. En tout cas, pour les croyants, laisser Dieu nous guider. Et pour les non-croyants, pour les non-croyants, je ne sais pas quel conseil je peux leur donner. Et pour les non-croyants. Je ne sais pas trop quel conseil. Donc, est-ce que tu dirais que ta foi chrétienne est ce qui finalement te donne de l'essence, de la motivation pour réussir en fait dans le business? Beaucoup plus. Beaucoup plus. Je pense que le Seigneur est vraiment celui à féliciter derrière mon travail. Je ne me sens absolument pas méritante. Pas du tout. Ah bon? Non. Mais est-ce que cette idée de se dire qu'il y a une force surnaturelle qui fait les choses pour nous, ce n'est pas finalement remettre le mérite à quelqu'un d'autre plutôt qu'à soi? À soi. Oui. Je pose ces questions volontairement. Les gens vont me dire, Jean-Yves, tu ne crois pas? On dit non, c'est pas ça parce que je connais vos pensées. Donc, pour ceux qui pensent comme ça, la question est posée pour vous. Non, je ne le pense pas. Moi, je n'ai pas l'impression de donner mon mérite. Je sais ce que je vaux. D'accord. Je sais ce que mon travail peut faire. Mais je sais que je suis par celui qui me fortifie. Amen. Voilà. Je sais que, tu sais, Jean-Yves, j'ai une vision de la vie différente. J'ai vu mon grand frère mourir très vite. D'accord. Et ça m'a fait changer beaucoup de choses. Parce que quand mon frère est décédé, j'ai vécu tellement de faits surnaturels qui m'ont fait comprendre à quel point la distance entre la vie et la mort est fine, en fait. Et qu'en réalité, on ne dirige rien. On a l'impression qu'on dirige les choses. On a l'impression que, oui, on gère tout. Non, non. Tu gères ce que le Seigneur veut que tu gères. À la base, c'est ça. Tu vois, tu gères que ce que le Seigneur veut que tu gères. Si même quand tu réalises de grandes choses, c'est déjà parce qu'il t'a donné la vie. Départ. Parce que avoir la vie ne signifie pas qu'on est mieux que les autres et c'est une grâce. C'est une grâce. Ok. Ok, d'accord. Donc, pour revenir à l'histoire, bon, ça, ce sont ses convictions à elle, qu'on respecte. Bien sûr. Auquel j'adhère pour ceux qui se posent la question. Donc, on revient à l'histoire. Du coup, tu finis par faire ces produits-là parce que tu as une nouvelle clientèle. Donc, tu n'es pas une entrepreneur statique. Tu te dis, il faut que je mette un peu plus de qualité dans ce que je produis. Donc, tu commences à prendre du cuir un peu ailleurs. En fait, c'est de faire des sacs parce que cette clientèle, forcément, elle utilise des sacs de différentes marques, connues, avec un certain standard. Donc, tu t'es dit, il faut que tu rattrape ce standard ou bien que tu le dépasses. C'est ça. Mais est-ce qu'en faisant ça, ce procédé, tu as rencontré des challenges? Bien sûr. Le premier challenge, c'était après ma grossesse. Parce que pendant la grossesse, j'ai perdu beaucoup de clients. D'accord. On va en parler, de la partie grossesse, là. Je vais bien nous expliquer tout ça. Parce qu'aujourd'hui, tu as 4 enfants. Ah, j'arrive. Oui. 4. Moi, j'ai 2 là même déjà. J'arrive pas à gérer. Je sais pas comment tu arrives à gérer 4. Bon. Donc, tu vas nous dire tout ça après. Donc, tu parlais de ta grossesse. Oui, ça a été difficile pour moi. Okay. Et j'ai perdu beaucoup de clients parce que bien évidemment, c'était aussi pendant la crise Covid. D'accord, ok. Donc après, avec mon artisan, c'est devenu tendu, un peu compliqué. Tu sais. On était comme frères et sœurs, on s'est bagarré tout le temps. Donc j'ai décidé de... Tu n'aimes pas là, oui, tu te bagarres ton couturier. Oui, ton artisan, oui. Okay. En fait, j'aime le travail. Ok, bien fait, surtout. J'aime le travail et tu sais, je tiens vraiment à la satisfaction de mes clients. D'accord. Et quand un client n'est pas satisfait, ça c'est suffisant pour gâcher ma journée en fait. Ok. Voilà. Donc, lorsqu'au fur et à mesure, on nous fait des remarques et qu'on se rend compte que ce sont les mêmes remarques qui reviennent, ça me fatigue. Ok. Donc, avec l'artisan, c'était devenu tendu et tout. Et il fallait que je trouve une solution. Et je trouvais pas d'artisan à Abidjan. C'est comme ça que j'ai eu l'idée d'aller au Maroc la première fois. Donc, je suis allée au Maroc la première fois, j'ai trouvé d'autres artisans là-bas. C'était encore devenu difficile. Je suis revenue encore à Abidjan. J'ai trouvé des artisans à Abidjan. Mais je n'avais pas encore le résultat. Tu es passé par le processus franchement, de recherche d'artisans en Afrique. Je suis partie en Afrique du Sud. Okay. Égypte, Sénégal. Wow. Tout ça pour trouver des artisans qui vont respecter les délais et qui vont faire un travail de qualité. Et généralement, c'était avec mes bébés sur le dos. Sur le dos que tu partais faire ça. Oui, parce que la première fois, par exemple, au Maroc, mes bébés avaient 2 mois. Un mois et demi. Et ma maman les a gardés à Abidjan. La deuxième fois au Sénégal, on est partis ensemble. Parce que, c'est quand je voyage sans mes enfants, je me sens très mal. Surtout quand ils sont très jeunes. Donc, la deuxième fois, je ne voulais pas vivre la même situation que la première. Donc, je suis partie avec mes enfants. Ils étaient un peu plus grands, mais on est partis au Sénégal ensemble. Et on a cherché. On a essayé, on a eu des artisans, mais voilà, on n'a pas eu tout ce qu'on voulait. Je dis ça comme ça. Après, je suis allée en Afrique du Sud.
Après, je suis allée en Chine. Toute seule cette fois, quand même? Oui, toute seule. Okay. La première fois en Chine, c'est avec mon bébé. Et ton bébé encore? Oui, avec mon bébé. Donc, la troisième, je suis partie en Italie. Bon, je suis pas partie directement en Italie, j'étais en France et j'ai pu rencontrer des personnes à travers les réseaux sociaux en Italie et tout. Donc, tu vois que j'ai fait beaucoup de pays. Juste pour pouvoir trouver des artisans qui allaient soit produire pour moi à l'extérieur ou bien qui allaient accepter de venir à Abidjan. C'est ça. Et voilà. tu les as trouvés? La première que j'ai réussi à trouver, c'était en Afrique du Sud. Voilà. Et tu l'as fait venir en Côte d'Ivoire? À Abidjan. C'était une femme belge que j'ai réussi à avoir à travers une association qui existe à Abidjan. D'accord. Et c'est cette femme belge-là qui est venue et qui m'a permis d'avoir confiance en moi. En toi. Donc c'est elle qui a donné vraiment de la qualité à ton... Non, pas qu'elle a donné de la qualité à mon travail. Mais... Même à montrer que je pouvais trouver la qualité ici. Ah, c'est OK. Elle m'a ouvert un réseau. OK. Voilà. Mais un réseau de femmes qui produisaient localement ou un réseau d'autres femmes? D'extérieur. Pas de femmes spécialement, mais d'entreprises, d'où trouver la bonne qualité de cuir, où trouver les bonnes machines, quel pays favoriser, quel type d'entreprise il fallait avoir s'il fallait produire à l'extérieur, parce que moi aussi je produis à l'extérieur aussi. Donc elle m'a vraiment ouvert un réseau. Et en fait, elle travaille pour une grosse marque. Je veux pas dire la marque parce que c'est personnel pour elle, mais elle travaille pour l'une des grosses marques du monde, en fait. Du monde, OK, d'accord. Et voir que c'est cette femme-là qui fait ses sacs, parce qu'elle est artisane. Okay. Donc, qui fait aussi ses sacs, qui sait fabriquer ces sacs qui coûtent 10 000 euros, 20 000 euros, 15 000 euros, qui est venue jusqu'à Abidjan pour me dire, Alice, tes sacs, tu vas améliorer comme ça, ça m'a fait prendre confiance. C'est comme ça, me dire, waouh, c'est que il y a du potentiel, on peut y arriver. Tu vois? C'est vraiment comme ça que c'est parti. Et ensuite, j'ai réussi à pouvoir trouver des méthodes de production à l'extérieur. Et après ça, j'ai pu former mes équipes à travers elle. D'accord. Voilà. Ah, ça, c'est bien. Du coup, est-ce que tu es satisfait de la qualité finalement de tes sacs actuels? Non, pas encore. Qu'est-ce que tu améliorerais sur ce sac, par exemple? Sur ce sac, je sais pas quoi dire. Peut-être, moi, il est bien. Hein. Peut-être les accessoires. D'accord. Peut-être évoluer en gamme, utiliser de l'argent blanc, utiliser de l'or, etc. Ça va donner encore plus de valeur à mon sac. Quoi. Du coup, là, ce sera plus de l'or que le matériau. Oui. Voilà. Effectivement, le cuir également, c'est du cuir coco, mais c'est du cuir de vachette qu'on retravaille en croco. Donc, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir me permettre d'acheter des cuirs coco 100% crocodile. Tu les animaux, là. Est-ce que ce n'est pas une critique que tu reçois? En fait, là, c'est un peu normal parce que la vachette, elle est beaucoup plus accessible. D'accord, ouais. Un peu normal parce qu'elle est beaucoup plus accessible. Mais quand tu passes au croco, le prix est beaucoup plus cher. Voilà. Donc lorsqu'on parle d'amélioration, c'est vraiment pour ce sac-là ce que je vois en train de m'amélioration, quoi. OK. Voilà. Et comment tu arrives à définir ton pricing? Parce que d'autres personnes veulent se lancer, me disent, je sais pas quel prix faire. Est-ce que je fais un produit premium que je vends plus cher, peut-être à 200 euros, à 300 euros, même s'il y a peu de personnes qui prennent à la fin, mais au moins, je pense que j'aurais gagné de l'argent, même si... Moi, je travaille en fonction de ma clientèle et de la demande. Donc, comment tu définis ton prix? Voilà. Jean-Yves me fait parler. Parle un peu. Franchement, pour ces produits-là, j'essaie vraiment de rester... d'avoir un bon rapport qualité-prix. C'est ça. Voilà. On n'a pas de très, très grosse marge, même si on fait ça très bien. Voilà. Mais l'objectif, vraiment, c'est de pouvoir offrir au client un produit à la hauteur de ce qu'il achète. D'accord. Voilà. Donc, nous, en tant qu'entreprise, bien évidemment, on a des bénéfices, etc. Mais, voilà, je regarde la clientèle, la demande, et en fonction du produit et de sa qualité, je fais le prix. OK. Et combien de sacs tu arrives à vendre par an, à peu près? On connaît pas les prix. Ah, sinon, ça veut dire qu'on va calculer ton chiffre d'affaires. Oui. Bon, tu peux nous donner une fourchette? Juste une fourchette pour voir un peu l'ampleur de la chose. 50 000 sacs. Ah, c'est déjà pas mal. Et tu as peut-être un objectif en tête, atteindre le 1 million des sacs par an, quelque chose comme ça. Ça demanderait aussi la logistique nécessaire. Non, bien au contraire. Je veux même diminuer le nombre de sacs et améliorer la qualité et le prix. D'accord. Et pourquoi cette stratégie? On a moins de personnes. Oui, pour pouvoir miser encore sur la qualité, voilà, sur la rareté, etc.
D'accord. Et donc, du coup, faire des prix un peu plus élevés, forcément. Oui. Ouais. Ok, super. Je pense que, après moi, je l'aime, c'est ça. C'est bien. Ok, là, on va passer à un autre chapitre de ta vie. Je pense que tout le monde attend ça et tout le monde se pose la question. J'ai dit en début de vidéo que tu as 25 ans, tu es maman de 4 enfants et en même temps, tu es entrepreneur. Comment tu arrives à gérer ça? Après 2 semaines et demie d'accouchement, tu es déjà là, à pied d'œuvre et tout. Donc, je vais te montrer une image. Tu vas nous décrire déjà l'image et puis je te poserai quelques questions parce que vraiment, je me pose des questions. Allez, on monte l'image. Est-ce que tu peux nous décrire cette image? Quand est-ce qu'elle a été prise? Où est-ce qu'elle a été prise? Et alors, qui y a dessus? Jean-Yves. Donc là, on a mes jumeaux. D'accord. On a mon fils d'1 an, 1 an et demi, mon avant-dernier garçon. Et on a on a moi, déjà enceinte de ma dernière. On a mon chéri. Enfin, dès que la photo elle est trop personnelle, elle est dans la photo au lieu d'être dans le micro. Ok. Alors, on a mon chéri. Donc on a le chéri, on a les deux premiers, enfants. Les deux, ok. Mes 2 grands enfants. C'était en quelle année déjà ça? Cette année. Cette année? On était en vacances à Casablanca. Ah, le dernier était déjà dans le ventre? Oui. Ok, forcément. La dernière, voilà, la dernière. Forcément avec un sac Aliwax. Oui, toujours. Ok, beaucoup de questions. Bon, qu'est-ce que ça t'inspire, ta famille? C'est quoi la place de la famille dans ta vie, dans ce que tu fais? Ma famille a une place importante. D'accord. J'aime ma famille, j'aime mes enfants, j'aime cette personne avec qui je partage ma vie. Voilà. Je m'aime aussi. Tu t'aimes aussi. Et tout ça, ça te permet de t'aimer. Non. Je m'aimais d'abord. D'accord, ok. Tu t'aimes d'abord et ensuite tu aimes la famille. Je m'aime et je m'aimerai. Ok. Il y a des femmes qui... On va prendre étape par étape et puis on va voir. Ben, avant de parler de femmes et tout, la question c'est comment tu arrives à gérer ta famille, qui est quand même... voilà, 4 enfants, c'est pas facile à gérer, je suppose. Donc, comment tu arrives à gérer ça? Comment tu arrives à gérer ton couple? Bon, on ne veut pas rentrer dans les détails, mais comment tu arrives à allier vie personnelle et vie pro? Tu vois, comment tu arrives à faire ça? Parce que c'est pas facile. Oui, franchement, Jean-Yves, c'est très difficile. Ah bon? Ouais, c'est très difficile pour une femme d'être une entrepreneur aussi hyper active. Regarde-toi, par exemple. Je te suis beaucoup, donc je te connais. Actuellement, tu es sur ton projet de Jacquesville. C'est ça. Et tu as beaucoup d'autres projets. Tu vois le temps que ça te prend. Tu vois l'énergie que ça te demande. C'est ça. Imagine si tu avais en plus tes enfants. Pas en tant que... Toi, tu dis quoi? Que nous, les hommes? Non, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ouais, moi, ma femme a dû arrêter ses activités pour s'occuper des enfants. Tu vois, à temps plein. C'est un sacrifice. Voilà. Maintenant, toi, tu continues pourquoi? Parce qu'il y a un besoin de faire rentrer de l'argent à la maison ou... Ça va au-delà de l'argent. D'accord. Tu vois, là, actuellement, je n'ai aucune pression de recommencer maintenant. Aucune pression. D'accord. Mais je me sens vivre que lorsque je travaille. C'est beaucoup plus profond que ça. Je suis hyper active. Et quand on dit hyper active, c'est vraiment hyper active. Si je reste 3 mois à la maison pour juste m'occuper de bébés, les enfants, matin, midi, soir, après avoir fait 9 mois de grossesse, et moi, généralement, mes grossesses sont difficiles, donc je reste à la maison. Le petit sur la photo, il a été très gentil en termes de grossesse. C'est ma plus belle grossesse. Mais celle-là, elle n'a pas été facile avec moi, tu vois. Donc, je suis restée à la maison. Tu imagines, j'étais tout le temps à l'hôpital aussi. C'est ça. Donc, je suis restée à la maison autant de temps. Je n'arrivais pas à me mouvoir. Et après la libération, la grossesse, après l'accouchement, je reprends un peu de mon corps, etc. Et je peux pas rester à la maison. Pas parce que j'ai besoin d'argent, mais pour ma santé mentale. Ok. Parce que j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de me reprendre. Et lorsque je suis bien dans ma tête, bien dans mon corps, ma famille en bénéficie. Voilà, je suis ce genre de femme-là qui n'aime pas rester assise. Pour moi, me punir, c'est pas ne pas me donner un marché. C'est m'obliger à m'asseoir. Ça, c'est la plus grave punition. Est-ce que tu es assise vraiment quand tu t'occupes des enfants? Parce que tu bouges dans tous les sens quand même. On a l'impression que je bouge dans tous les sens. Mais à la base, tu vois, là, actuellement, on est à Bata. J'habite à côté de toi. D'accord. Donc, je me suis juste maquillée, je suis sortie. Ah, d'accord, ok. Tu vois, on a l'impression que ce sont de très gros efforts, etc. Non, c'est juste que pendant 1h30 de communication, mon bébé est avec ma maman, et quand je rentre, je le récupère et elle rentre. D'accord. Tu vois, ce sont des sacrifices, mais on essaie de faire en fonction. Moi, je suis très maman. Je suis tout le temps avec... Tu vois, c'est la chance que j'ai d'être entrepreneur aussi. J'ai la possibilité de voyager avec mes enfants.
j'ai la possibilité, parce qu'ils sont encore petits aussi, j'ai la possibilité d'aller au travail avec mes enfants. Tu vois? Donc, je profite de ça, de ces opportunités. C'est beaucoup plus difficile. Mais pour moi, c'est mieux que de rester à la maison, en fait. T'as dit, mon petit d'1 an, quand il arrive à l'usine, il est super content. Il joue ici, il joue là-bas. On essaie de ranger, de le mettre dans un cadre pour ne pas qu'il touche à certains matériaux qui sont difficiles. Mais il est super content, il est habitué, c'est sa maison. D'accord. Parce que depuis qu'il est né, j'ai construit même l'usine. J'étais enceinte quand on construisait l'usine. Et quand j'ai accouché, l'usine, il avait 1 ou 2 mois quand l'usine a été effective. Tu vois, pour moi, c'est un besoin vital. C'est pas pour prouver quoi que ce soit à quelqu'un, mais je combats le postpartum à travers ça. D'accord. Et c'est très difficile parce que mon mari n'a pas arrêté de travailler pour me permettre de travailler. Mon mari, il a fait de grandes études, il a un bon poste, il est cadre, son emploi est très chargé. Donc moi derrière, vu que je veux travailler, vu que je tiens à travailler, je prends sur moi les enfants et je vais travailler avec mes enfants. Wow. Les 2 premiers par exemple, ils vont à l'école déjà. Donc c'est que les week-ends quand je dois travailler les week-ends, on va ensemble dans mes boutiques. Mes clientes qui me voient dans mes boutiques, elles me voient très souvent avec mes enfants. À l'usine, c'est rare que je sois sans mes enfants, etc. Ça me permet aussi de leur montrer c'est quoi mon travail afin que demain ils puissent prendre le relais. Voilà. Et la seule difficulté pour moi, c'est de devoir travailler avec eux. Mais vu que je n'ai pas l'impression de travailler parce que je fais vraiment ce que j'aime, c'est juste que j'ai l'impression de me balader avec eux, en fait. Voilà, c'est vraiment l'impression que j'ai. Donc c'est vraiment très difficile. C'est pour ça que je te demandais de te mettre à ma place pour voir un peu ce que ça fait de te voir partir à Jacquesville travailler pendant que tu es en train de parler aux artisans. Il y a ton fils qui est en train de crier là-bas, il est en train de courir dans tous les sens. Il y a ton bébé que tu dois mettre au dos ou bien parce que moi je mets beaucoup en kangourou devant moi. Donc tu supportes un poids peut-être de 10 kilos et en même temps tu parles aux gens, tu passes ici, tu parles là-bas. C'est juste ça en fait, c'est la seule différence. Mais c'est beaucoup de travail. Hein. Tu ressens ça, non? Non, mais je ressens déjà ne pas avoir les enfants. Bon, après, moi, j'en ai 2. Le premier, encore, il est plutôt calme, il est tranquille. Mais le deuxième, je pars avec lui sur le site de Jacquesville, mais je travaille plus. Parce que lui, il va sortir dans tous les sens. Pour moi, les 2 premiers, là, ils sont pas calmes du tout. Ils sont pas calmes du tout, oui. Celui qui est arrivé en deuxième aussi, il a commencé à marcher, en troisième, si on veut, il a commencé à marcher maintenant. Il marche très bien, il court, etc. Donc, je t'imagine, c'est la folie. Mais ça, c'est personnel parce qu'on vit un peu les mêmes choses. Et comment, en tant que couple, finalement, avec ton mari, vous arrivez à vous organiser pour les enfants? Parce que j'ai fait une vidéo récemment où je parlais de ça, où il y a mon fils qui m'a dit que j'étais pas assez présente. Les enfants de maintenant, là, vraiment, non, t'es pas, on voyait pas notre papa, on s'en foutait. Ouais, que je suis pas présent, je passe pas du temps avec lui. Donc, j'ai dû réaménager un peu mon emploi du temps, faire des coupures régulièrement, commencer à peut-être partir avec eux sur les chantiers. Donc, comment vous arrivez à vous organiser pour que toi, tu arrives quand même à être... Moi, ils peuvent même pas ressentir d'absence. Voilà. Ils n'ont pas le temps. Je pense qu'ils vont même trouver que je suis un peu trop dans leur vie. Ah bon? Oui, ils vont trouver que je suis un peu trop dans la vie. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, le troisième, je dis deuxième parce que c'est 2 grossesses. C'est ça. Donc, le troisième, par exemple, on est allé jusqu'en Chine ensemble. Il avait pas 3 mois et il fallait que je veux ouvrir mon usine. Et moi, j'avais un plan. J'avais un plan par rapport à mon usine et la construction a retardé un peu. C'est ça. Donc, il fallait que je puisse commander mon matériel. Et il fallait que je parte. Et j'ai accouché, je veux partir, je veux pas rester. Et j'en ai parlé à mon mari, il était pas content au début. Non, tu vas faire le bébé là, etc. Je lui ai demandé pardon. Tu sais, c'est comme ça que je suis heureuse. S'il te plaît et tout. Donc, il a finalement accepté, il a donné l'autorisation. On est parti. On a travaillé pendant des semaines là-bas, tous les jours au dos. On est revenu à Abidjan. Et pour presque tous mes voyages, il est là. C'est ça. Tu vois? Donc, et généralement, c'est comme ça. C'est-à-dire, on vit ensemble. Le soir, je rentre à la maison, je m'arrange très souvent à aller les chercher. Et là, comme ça, il est bientôt 16 heures là. Il est bientôt 16 heures là. Il faut que je commande leur véhicule parce que le chauffeur n'est pas disponible aujourd'hui. Ok. On va faire une pause. On va faire une pause. Tu pourras commander mon véhicule. Ouais. Tu vois, ça veut dire que quand je suis disponible, c'est moi qui pars les chercher. C'est ça. À l'école et je rentre. Et c'est un plaisir pour moi. Mes enfants, pour le moment, ils peuvent pas sortir cette absence. Peut-être que demain, j'aurai de grosses responsabilités qui vont faire que je pourrai plus me permettre certaines choses. Je veux pas avoir à la base, non, je veux pas avoir des responsabilités qui vont m'empêcher d'être avec mes enfants. C'est ça. Comme je le veux. Donc, les enfants, la famille est là et il faut que tout ce que tu fais quand même, ça te permet de pouvoir continuer à être présente pour la famille. Ouais. Et le fait aussi de s'en sortir financièrement nous permet de pouvoir avoir des personnes à la maison, pouvoir aider et tout, nous aider, voilà, le matin à laver les enfants, à faire plein de choses. Quand t'as 4 enfants, si toi tu laves 2,
l'autre peut laver 2 autres. Tu vois un peu, ça aide. J'ose pas imaginer 4. Tu as dit quelque chose qui a attiré mon attention. Et dans ce que tu venais de dire, qui va peut-être créer un peu de polémique, mais c'est pas l'objectif. Hein. Tu as dit, avant de partir en Chine, avec ton bébé, tu as discuté un peu avec ton mari et il a dû te donner l'autorisation de partir. Et il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui vont dire que la femme, elle n'a plus besoin d'avoir l'autorisation de son mari pour pouvoir faire des choses. Qu'il faut qu'elle soit capable de faire ce dont elle a envie de faire. Et puis si l'homme ne veut pas, qu'il aille se chercher ailleurs. Qu'est-ce que tu penses de ce courant de pensée-là? J'arrive à mettre le problème en fait. Non, pas pour le problème. Non, on discute, c'est une réalité. Tu t'es gentil jusqu'à présent. Hein? Je suis toujours gentil. Ah, j'arrive. En fait, moi, dans mon cas, c'est un ami à moi, à la base. Tu vois, et on s'est rencontrés dans une période où je travaillais déjà. J'avais déjà le rythme de vie que j'ai. D'accord. Lui aussi, il avait déjà le rythme de vie qu'il a. Tu vois. Et il m'a choisi en conséquence. D'accord. Je lui demande la permission de faire beaucoup de choses parce que je veux que tout se passe bien. C'est un ami à moi, on va dire c'est mon second, ou bien je suis sa seconde. Tu vois les amis là, ils sont compliqués. Je suis la seconde. Okay. On est en collaboration. D'accord. Donc je me dois d'avoir son accord, faire beaucoup de choses. Okay. Voilà, je me sens pas inférieure pour ça. Pour moi, c'est normal. D'accord. Pour moi, c'est normal de lui demander son avis et tout. Et s'il dit non, par exemple, toi, tu as un rêve. Je laisse pas tomber. Ok. Comment tu fais pour arriver à... J'ai ma propre technique. Faut dire, il y a d'autres femmes qui veulent cette technique. En fait, déjà pour ça, il faut trouver quelqu'un qui t'aime. C'est ça. Qui t'aime et qui veut ton bien. Voilà. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ce que tu as trouvé finalement et c'est ce qui facilite les choses. Oui, ça facilite beaucoup. Okay. Parce que quand je commence à faire je suis un peu triste. Franchement, je me sens pas trop bien. Il dit, bon, ok, faut faire, je vais respirer. Ok. Et quel est, selon toi, le soutien ou la part qu'il a joué dans ton succès aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, franchement, il m'apporte une grande stabilité. Une stabilité. Oui, émotionnelle. Dans l'hyperactivité ou dans l'hyperactive que tu es. Franchement, il m'apporte une vraie stabilité. Et tu vois, moi, je suis la chaude, il est le calme, il est la douceur. Il est la force tranquille. Moi, je suis le bruit. Et ça stabilise les choses. Il m'apporte une vraie stabilité. Je ne réfléchis plus à qui me trompe. Est-ce qu'on m'aime vraiment? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Non, je n'ai plus ça. Depuis 3 ans, je ne connais plus ça. Donc, il m'apporte une vraie stabilité qui me permet de pouvoir être beaucoup plus sereine dans mon travail, qui fait en sorte que je me sens bien au quotidien. Ok, ça c'est une très très bonne chose. Donc on voit le rôle de la famille. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que, bon, je n'ai pas envie de le dire, mais tes enfants, peut-être parce qu'ils sont là, ne te permettent pas de pouvoir atteindre certaines choses, faire certaines choses, parce que forcément, à un moment donné, il faut faire des choix, il faut privilégier les enfants. Bien sûr, j'arrive. C'est ça. Donc est-ce que tu te sens un peu... Mais oui, la grossesse freine, avoir des enfants freine. Ça freine énormément. Tu t'imagines je dois travailler 2 fois plus, donner 2 fois plus d'efforts, me partager en 10 pour arriver à avoir mon business à la hauteur, à garder la place qu'Aliwax a en Côte d'Ivoire. C'est beaucoup de choses. C'est un sacrifice, mais c'est un sacrifice conscient et consenti. C'est-à-dire que j'ai décidé, j'ai accepté ce choix. C'est-à-dire malgré même le fait que c'est vrai que j'ai eu des enfants tôt, mais tomber enceinte sans prévoir, c'est une chose. Garder une grossesse, c'en est une autre. Tu vois? Donc, accepter cette grossesse-là, sachant que j'en avais 2 et que j'allais la vivre seule, eh bien, il faut avoir un mindset. C'est-à-dire, j'ai décidé que ça allait être difficile, mais j'allais garder ces personnes-là et que ces personnes-là allaient faire partie de ma vie. C'est un choix consenti. Donc, ce choix que j'ai fait là, je l'assume jusqu'au bout et je ne l'ai jamais regretté. Parce que avant de décider que oui, j'allais prendre sur moi ces enfants-là, j'avais déjà réfléchi à comment ça pouvait me retarder. À la base, moi, je pensais même pas que j'allais me marier parce que on m'a tellement dit, Alice, 2 enfants, sans mari, qui va te prendre encore? C'est ça. Tu vois? Qui va te prendre au sérieux? Un enfant, c'est déjà difficile. Tu imagines avec 2. Pourtant, après ces 2 enfants-là, j'ai eu plusieurs demandes en mariage avant même d'avoir mon mari. Donc, tu vois que c'est pas ça. Si dans ta destinée, c'est prévu que tu te maries, que tu fasses ta vie à 2, tu vas le faire.
Donc moi, j'ai pris le risque. J'ai pris le risque de ne pas avoir de mari et d'avoir que mon business et mes enfants. Et le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir très vite quelqu'un. D'accord. Tu vois? Donc c'est vraiment difficile d'avoir des enfants. Et d'avoir des enfants seuls, déjà. Et ensuite, d'avoir des enfants en tant qu'entrepreneur. Et avoir des enfants en tant que hyperactive. Entrepreneur. Tout ça là, ce sont des degrés, ce sont des niveaux de difficulté. Mais c'est un choix. D'accord. C'est un choix que j'ai fait et je suis super contente d'avoir mes enfants. Je ne rêve pas plus. C'est-à-dire, moi, je veux faire jusqu'à ce que je peux. S'ils veulent, si un d'entre eux en a bien envie, qu'ils relancent mon activité. Que des investisseurs relancent mon activité après mon départ sur Terre. Tant mieux. Mais voilà, je vais pas réfléchir en me disant si j'avais pas d'enfants, peut-être que j'allais être, je sais pas, en Chine aujourd'hui, mais j'allais être aux États-Unis. Non, je vis très bien. Je suis épanouie. D'accord. Voilà. Ok. Tu as 25 ans. Tu gères une entreprise grande. Tu as 4 enfants. Tu as déjà bien vécu. C'est ce que certains m'ont dit. À 25 ans, tu as eu ton premier enfant à 20 ans, c'est ça? Les jumeaux à 20 ans. On a l'impression que Alice est une personne pressée. Tu veux faire les choses vite parce que 25 ans aujourd'hui, c'est quand même, ça reste quand même jeune. À 25 ans, il y a des gens qui se cherchent encore, qui se retrouvent pas, qui ont encore des mentalités d'enfants. Est-ce que tu te définirais comme une personne pressée? Pourquoi avoir eu ce cours de vie aussi tôt, aussi vite? Est-ce que c'était un choix déjà ou bien c'était un concours de circonstances? Déjà, ça commence par... il faut aller en arrière. Ok. Comme je dis, je suis un enfant de 2 familles. Une famille recomposée, je suis le seul enfant. Je suis née avec déjà mon esprit d'indépendance. C'est ça. J'ai toujours eu, en fait, dans ma tête, la responsabilité de ma vie. Je pense que c'est juste ça. D'accord. Tu sais, si j'avais eu une histoire différente, papa, maman ensemble, j'avais peut-être eu une famille beaucoup plus aisée qui m'avait déjà tout réservé, que j'avais pas à faire tout ça. Peut-être que mon côté hyper active, mon côté super indépendante n'allait pas se manifester de cette façon. Tu vois? Pour qu'une personne soit comme moi, il faut beaucoup de choses. Il faut beaucoup de choses. Et moi, je pense que c'est ma destinée. Je n'ai pas l'impression d'être trop pressée. J'ai pas l'impression. D'accord. Non. Tu suis juste le cours de ta vie et puis tu fais tes choix et puis quand il y a des choses qui arrivent, tu avances. Je sais qu'on est la destinée de tout un chacun. Il sait pourquoi il me permet de pouvoir vivre ça à cet âge-là. Lui seul sait. Donc moi, je suis heureuse de pouvoir profiter de cette vie-là qu'il me donne aujourd'hui. Sans me demander, est-ce que vraiment je suis pressée? Non, je ne me sens même pas pressée en fait. Pas du tout. Ok. Et de toute ton expérience, quel a été ton plus grand échec? Mon plus grand échec? Oui. Tous les jours. Comment ça? En fait, les échecs là se battent. Se battent forcément. Pour prendre la première place. Dans tous les échecs sont grands. Franchement, j'en ai plein. Ok. J'en ai plein. Alors si tu dois partager un avec nous, et puis quelle est la leçon que tu as tirée? Je sais même pas quoi partager. Tellement j'en ai plein. Franchement, je pense que ma plus grosse difficulté, mon plus gros échec, ce qui m'a marqué le plus, parce qu'après, j'en ai eu le plus gros, mais mon esprit était déjà paré. Je pense que ça a été le cambriolage de ma boutique. Je m'y attendais pas. D'accord. Et après, j'ai eu... Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, on m'appelle un matin comme ça pour me dire que ma boutique a été dévalisée. Où il y avait tous les sacs et tout. Non, pas les sacs. C'était au tout début. D'accord. Au début, où je faisais encore un peu de tout. Je faisais des sacs, mais je faisais un peu de tout. En fait, tu faisais aussi des sets de table et tout ça, des coussins et tout. Ok. Donc, ils ont tout pris. Oui. Ils sont allés vendre. Ils sont allés vendre. Okay. Et je pense que ça m'a vraiment touchée. Ça m'a touchée psychologiquement. Ok. Et comment? Est-ce que ça t'a fait sombrer un peu? Oui. J'ai fait même ma boutique même quelque temps. Et comment tu t'es sentie, donc? Je me suis sentie triste. Et je me suis sentie... Comment je vais dire? Je me suis sentie seule aussi. Parce que mes frères n'étaient pas à Abidjan et tout. Et j'étais seule avec mes enfants. Ma maman était là. Mais quand je dis seule avec mes enfants, c'est-à-dire, je veux dire que j'étais face à mes responsabilités, en fait. Et je me suis sentie vraiment seule. D'accord. Et en ce moment-là, mon mentor, c'est vrai qu'Ojo aussi a joué un bon rôle. Parce que
Quand elle a appris que j'avais été cambriolée, elle est venue vers moi, elle m'a aidée, elle m'a vraiment soutenue. J'ai adhéré à son initiative, Ses Fils. Et là-bas, on me donnait des conseils, on me formait, etc. Et elle aussi, elle me donnait beaucoup d'encouragement. Allez, je crois en toi. Tu vas rouvrir cette boutique, t'inquiète. C'est qu'ils ont fait la même, ça va te donner encore plus de cotes, etc. Tu vas pouvoir faire beaucoup plus de choses. C'est maintenant même que tu dois leur montrer de quoi tu es capable. Tu vois, ça m'a donné confiance. Et quand j'ai fini, je crois que c'était 3 semaines, quand j'ai fini avec ce programme d'entrepreneur là, j'ai rouvert ma boutique tout de suite. Tout de suite, et c'est reparti. Et c'est reparti de plus belle. Après, j'ai eu plein de choses. Il y a eu le cas, par exemple, de mon livreur qui a créé un réseau de sacs à main. Il partait distribuer des sacs à main à Liwax. Des sacs à main à Liwax? À qui? Il arrivait parce que moi, j'avais une confiance très, très grande, donc je lui permettais de rentrer dans mon stock souvent. Donc, il prenait ce stock-là, il remplissait son véhicule, parce que chez nous, on livre en véhicule. Il remplissait son véhicule et puis il partait dans des boutiques pour pouvoir les démarcher et leur donner des sacs à main à vendre. Ah bon? Et sans que tu le saches, ouais. J'ai su ça par une connaissance qui est allée dans un magasin qui a trouvé une panoplie de sacs à Liwax. J'étais au Sénégal. Oui, aussi au Sénégal, et on m'appelle pour me dire que, en fait, voilà. Et je retourne dans mon stock, je me rends compte que qu'il a fait son plein. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as enfermé? J'ai porté plainte. Tu as porté plainte? J'ai porté plainte. Il est resté quelques jours et on l'a libéré. J'ai rien fait, en fait. Mais le problème, quand ils font ça, ils n'ont même pas l'argent pour rembourser? Non, pas du tout. Et j'ai pas pu récupérer une grande partie de mes affaires. De tes affaires, mais t'es parti voir quand même quelques-unes de ces boutiques. Oui, je suis allée, je l'ai menacé correctement. Si tu touches à ça, quand tu es à Lille. En tout cas, ok. C'est ça, mais voilà. Ça a été un peu ça. Franchement, ça m'a fatigué l'esprit. J'étais enceinte encore. Donc, j'imagine, j'avais déjà mes caprices de grossesse. Voilà. C'était des halos sur moi. Moi qui aime tellement travailler, j'aime sortir, rentrer tard. Je me suis rendu compte que, oui, c'était difficile pour moi et que, en plus du fait que je ne pouvais pas travailler correctement, j'allais un peu zapper de mes affaires. Ok, donc ça a dû être dur, mais tu as pu grâce à un mental d'acier et puis un mental d'acier, je ne dirais pas, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, qui a fait que tu t'en es sorti. Oui. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait pour que tu puisses t'en sortir? Est-ce qu'il t'a donné le réconfort dont tu avais besoin? J'ai eu d'autres opportunités. J'ai eu d'autres opportunités. J'ai eu de belles opportunités. J'ai rencontré encore de belles personnes qui m'ont ouvert des portes et qui ont essuyé mes larmes, tout simplement. Ok, ça c'est génial. De ton parcours, est-ce que tu dirais qu'il est plus difficile pour une femme de réussir dans l'entrepreneuriat, en Afrique? Oui. Ah bon? Pourquoi? Oui. Okay, dis-moi pourquoi. Oui. Bon, là, vous allez faire sortir mon côté féminisme. Alors, féministe, pardon. Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder, mais c'est pas regarder. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas de problème, c'est sûrement tes convictions. Tu partages. Je pense que c'est très difficile pour une femme en Afrique ou ailleurs. D'accord. Qu'importe sa couleur de peau. Être entrepreneur et décider d'être maman, c'est difficile. Et c'est beaucoup plus difficile que pour un homme. D'accord. Ah bon? Pourquoi tu dis ça? Je dis pas que la femme est beaucoup plus, je veux dire, c'est difficile pour Jean-Yves. Non, mais dis-nous, moi je veux comprendre, je vais essayer de voir. J'en ai parlé tout à l'heure. Tu t'imagines, je prends un exemple. Moi, je suis un homme. Je suis entrepreneur. On va dire à investissement de temps égal. Moi, je suis un homme. Je travaille 10 jours. Madame travaille 10 jours. Elle, dans ces 10 jours, elle va devoir prendre soin des enfants. L'homme aussi prend soin des enfants d'une façon. Pas de la même manière dans tous les couples. Ah, ok. Dans tous les couples, c'est vrai. Voilà, pas de la même manière dans tous les couples. Elle va devoir prendre soin des enfants. Se lever le matin, faire ci, faire ça, avant de sortir, aller travailler. Le soir qu'elle va revenir, tu dois manger. Elle va préparer. Et nous deux, on a fait le même effort. Et puis, surtout dans les couples africains. Oui, c'est ça. Sinon, on peut avoir une cuisinière. Voilà. Okay. Bien sûr, on va avoir une cuisinière. Il y a des hommes qui veulent manger la nourriture de la femme. Ok. Voilà. Ils trouvent que pour la cuisinière, souvent, la femme n'est pas trop forte. C'est la cuisinière qui sait faire. Mais on veut que la femme fasse. Donc, tu vas te rendre compte que tu vas devoir préparer. Nous deux, on va travailler. Quand on rentre, c'est moi qui vais devoir faire les efforts. Si tu n'as pas trouvé un homme qui est capable de pouvoir dire « Attends, je t'aide » ou bien « Non, je suis fatiguée, la nounou peut faire, mais la cuisinière peut faire, repose-toi », tu te retrouves dans ce schéma-là. Bon, supposons que comme tu as du couple africain.
le couple africain classique, madame, monsieur travaille, il finance, madame s'occupe des enfants. C'est ça. Donc, si monsieur joue son rôle correctement, il y a pas vraiment, c'est pas dans tous les couples qui va encore s'occuper il va vouloir jouer son rôle. Parce qu'il y a des hommes qui ne supportent pas que la femme investisse financièrement dans le couple. Il y a des hommes comme ça. Donc, tu vas te rendre compte que le monsieur, il va faire sa part. Et toi, tu vas dire que tu veux être entrepreneur. OK. Lui, il veut que sa femme soit là quand il rentre. S'il est rentré à 17h, à 18h, toi, tu rentres à 20h. C'est compliqué. Quand toi, tu rentres à 20h, il n'est pas déjà content. Donc, ça casse un peu l'ambiance à la maison. Mais à 20h, quand tu vas rentrer, la nourriture est là. Mais si c'est un truc que tu as préparé, tu l'auras déjà préparé avant. Si tu n'as pas préparé, tu vas rentrer à 20h, 19h, venir préparer avant d'aller dormir. Tu vois? Il y a aussi le poids des enfants. Parce que tu vas les porter. Tu vas faire 9 mois enceinte. Et quand tu vas finir, tu vas faire encore 3 ans au moins accroché à quelqu'un d'autre que toi. C'est un poids. 3 ans accroché à quelqu'un d'autre que toi? Oui, ton enfant. D'accord, ok. Oui. Ton enfant. Ok. Tu vois, au moins 3 ans pour qu'il devienne un peu plus autonome. Voilà. Donc, pendant tout ce temps-là, c'est une pression. Et si on partage à part égale la pression du travail, la femme va partager à 60-70%. Ça, c'est quand elle est heureuse. Sinon, à 80%, parfois même 100%, le poids des enfants. C'est difficile. J'imagine. C'est difficile, Jean-Yves. Franchement, c'est même pas être féministe, en fait, c'est la vérité. Maintenant, du coup, ça pose une question essentielle. Est-ce que, et là, tout le monde va me tomber dessus, est-ce que, bon, c'est la société qui est en train de le faire, mais est-ce que c'est vraiment, il incombe à la femme d'être celle qui va dehors chercher de l'argent? Bon, après, tu me dis que toi, c'est pas une question d'argent, mais est-ce que c'est à la femme maintenant c'est sur la femme qu'il faut mettre tout ce stress de devoir faire des choses en dehors de s'occuper de la famille? Moi, je suis très traditionnel. Moi, c'est clair. Moi, je me bats pour envoyer l'argent à la maison. Je ne veux pas que ma femme ait cette pression sur elle. Si elle veut travailler, elle travaille, elle fait tout ce qu'elle veut. Mais ne pas avoir la pression de faire rentrer de l'argent à la maison, c'est différent. Mais moi, j'ai pas de pression. Elle fait ça, elle fait ci, elle fait tout ce qu'elle veut. C'est pas la pression, c'est pas la pression. Toi, c'est pas la pression. Moi, j'ai pas de pression. Moi, chaque mois, on me donne l'argent. En plus de ce que tu fais. Oui. Oui, c'est quoi ça? C'est pour ça que je l'ai choisi. C'est une En plus de ce que tu fais, il te donne l'argent. Très gentil, oui. Okay. C'est une année spéciale. Ok. Mais malgré tout ça, quand même, tu trouves que c'est toujours difficile pour une femme de réussir. Parce que vous avez un avantage. Moi, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui a dit tiens l'argent et puis fais ce que tu veux faire. Tu vois? Non, on parle en tant qu'entrepreneur. Oui, je sais. Mais... On parle en tant qu'entrepreneur, à part égale. En tant qu'entrepreneur. Et pas comme entrepreneur seulement, en tant que salarié aussi. Voilà, on a parlé d'un cadre bien défini. Et chaque femme trouve son mari, tu choisis ce que tu peux supporter. Il y a des couples où, voilà, on te donne rien, tu travailles, tu te débrouilles toute seule. Okay. Tu vois? J'en ai parlé juste pour dire que tu peux avoir un homme qui fait tout ça, tu ne manques de rien et tu as besoin de travailler. Parce que c'est vital pour toi. Et parce que toutes les femmes sont différentes. Moi, j'estime que je suis née pour accomplir une mission sur Terre et que le Seigneur m'a donné un fardeau et qu'il faut que je le réussisse. Tu vois? C'est mon fardeau à moi. Et le mariage ou les enfants, c'est bien. Mais moi également, je dois vivre. Tu vois? Moi également. Parce que souvent, on s'oublie. On devient que maman et que épouse. Et on oublie qui nous sommes. Moi, je suis maman, je suis épouse, et je suis moi, je suis Alice. Et je suis déjà la première personne que j'aime le plus même, pour commencer. Un peu narcissique s'il est beau. Okay. Voilà. Et je me dois de pouvoir nourrir l'âme que j'ai. L'âme que j'ai est une âme qui a besoin de travailler, de se mouvoir, de bouger pour se sentir heureuse. Le jour où j'arrête de travailler pour m'asseoir à la maison, je meurs. Je meurs psychologiquement. D'accord. Ça, voilà. C'est toi, spécialement. Ça, c'est moi. Et nous sommes nombreuses comme ça. Oui. Non. Nous sommes nombreuses comme ça. Mais c'est une pause temporaire, le temps que les enfants prennent leur envol. Pour moi, une femme qui refuse de dire qui dit moi j'ai accouché, ça c'est, voilà, ça ce sont des convictions. L'enfant a besoin au moins de la présence, pour moi. Totalement. Totale d'un des parents au moins. Jusqu'à ce qu'ils prennent une forme d'envol. Donc, tu as dit 3 ans, c'est l'âge à peu près où les enfants commencent à être autonomes. Voilà. Mais sinon, ça va jusqu'à 6 ans, puisque ce sont les 6 premières années où les enfants créent au moins 80% de leur personnalité. Donc, si papa n'est pas là,
que maman aussi n'est pas très là, bon, elle arrive quand même à s'organiser pour être présente. Moi, mais c'est même pas Est-ce que finalement, on n'est pas en train de créer une bombe à retardement où demain, les enfants qu'on va faire sont des enfants finalement qui n'ont pas senti trop la présence de papa ni celle de maman. Et donc, ils vont exploser. Et puis, on va toujours être dans le même cercle vicieux qui fait que les choses n'avancent pas. Totalement. Si les deux parents abandonnent les enfants, c'est difficile. C'est pas notre cas, en tout cas. OK. Voilà, c'est pas mon cas. Moi, je suis tellement collée avec mes enfants que lorsque je pars en vacances, au lieu de partir m'amuser, je vais avec eux. OK. Tu vois, t'as eu là comme ça au Maroc, monsieur était en France, moi j'étais à Abidjan, je suis partie avec les 3 enfants. Tu t'imagines comment c'est difficile? 3 enfants voyager, avec 3 enfants au Maroc. Et arrivé là-bas, on a pu avoir quelqu'un sur place pour nous aider, mais à la base, c'était moi qui faisais tout. D'accord. Et j'étais très heureuse de le faire. Tu vois? Tu as dit quoi? Non, sincèrement. J'étais vraiment heureuse. J'étais très heureuse. Okay. Et on repart, en fait. Dans quelques jours, on repart. D'accord. Tu vois? On va pas partir tous, parce que les 2 premiers travaillent, mais avec les plus jeunes, on s'en va. Oui, ils vont à l'école. Ouais, ils travaillent, là. Faut pas en dire pardon. Ils travaillent des enfants. Ils vont à l'école, je suis trompée. Okay. Ils vont à l'école. Donc, tu vois, pour moi, c'est un plaisir. D'accord. Voilà. Donc, c'est possible, en fait, d'être proche de ses enfants. Et moi, je pense même qu'être entrepreneur, c'est-à-dire pouvoir gérer son timing comme on le souhaite, nous permet d'être plus même avec nos enfants que des femmes même salariées. Oh, ça, c'est une réalité. Ça, voilà. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, je décide que ma journée, c'est pour mes enfants. Je décide que la journée, je la passe avec mes enfants dans mon travail. Il n'y a pas mon patron qui va dire non, les enfants, pas ici. C'est un avantage même d'être entrepreneur et maman. C'est un avantage. Ok, super. Et quel est le conseil que tu donnerais à toutes ces femmes qui ont un rêve comme toi, mais qui se sentent peut-être bloquées dans un mariage, qui se disent non, je n'ai pas envie de suivre ce rêve parce que je dois m'occuper de ma famille et tout, qui mettent un peu le fardeau de la famille plus que le fardeau de se réaliser elles. Tu vois, il y a aussi de la peur, de l'inconnu, il y a plein de choses. Quel est le conseil que tu pourrais donner à ces femmes-là qui veulent aussi réaliser leur destinée, mais qui, concours des circonstances familiales, ne peuvent pas le faire? Moi, je leur dirais de se battre pour trouver leur ce pourquoi d'existence. Leur ce pourquoi d'existence. Le quoi? Ce pourquoi d'existence. Leur why. Okay. Leur pourquoi. Et comment elles se battent pour ça? Il y a plusieurs manières. Moi, j'ai donné la mienne. Tu peux essayer d'essayer beaucoup de choses, de voir dans tes hobbies, dans tes passions, ce qui te passionne. Tu lances des petites choses en fonction, voilà. Mais moi, je pense que si dans ton âme, je parle beaucoup d'âme. Oui, c'est ça. Pourquoi tu parles beaucoup d'âme d'ailleurs? Parce que je suis beaucoup spirituel. Ok. Donc il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Donc l'âme, ça joue énormément. Ça joue sur quoi, l'âme, au final? L'âme, c'est la partie, on va dire, qui va rester avec toi. Tu vois, on dit que le Seigneur reprend l'âme. Moi, je pense que l'âme, on la garde. Ça, c'est mon avis. Mais vraiment, je pense que notre âme, à l'intérieur de nous, a besoin de certaines choses. Et je pense que chaque femme doit essayer de savoir qu'est-ce qui la rend heureuse. C'est de là que tout part, en fait. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Les enfants, forcément, toute femme. La famille, le mari, forcément. Mais est-ce que ces 2 entités-là te permettent d'être totalement suffisantes, heureuses? Si oui, tant mieux. Sinon, si en plus de ça, tu ressens le besoin d'apporter un plus au monde, c'est-à-dire en plus de pouvoir élever de belles personnes qui vont, par la grâce de Dieu, être grands, intelligents, etc. Si en plus de ça, tu as envie d'être entrepreneur, tu as envie, je sais pas, d'être salarié, de travailler à la Banque mondiale, tu as fait de grosses études, tes parents t'ont élevé en te disant que tu es intelligente, tu peux réaliser ci, réaliser ça, et tu as envie de voir, en fait, cet accomplissement-là dans ta vie, il faut te donner les moyens. Moi, mon avantage, c'est que j'avais déjà lancé tout ça avant de rencontrer la personne. D'accord. Peut-être que si j'avais pas encore lancé tout ça, ça allait être difficile. J'allais maintenant être dans une affaire où j'allais devoir négocier pour pouvoir travailler comme je travaille, etc. Tu vois? Donc, au cas par cas, chaque femme doit savoir ce qui la rend heureuse. Voilà. Moi, je suis heureuse quand mes enfants sont bien. Je suis très heureuse quand mon chéri va bien. Et je suis beaucoup plus heureuse encore quand je vais bien. Ok. Parce que quand je vais bien, tout le monde va bien. Je peux donner le meilleur de moi, tu vois. Mais tu t'imagines, je prends un exemple. Quand je suis
à 6-7 mois de grossesse. Je parle plus beaucoup. Parce que ça me fait déjà un bon moment à la maison. Quand les enfants rentrent, ils me trouvent là. Bonjour maman, on a fait ci, on a fait ça. Ah, c'est bien. On va dormir. Ah, Nadia, la nourriture est prête. Ok, on va donner. Si c'est moi qui dois faire. Ah, ok, voilà la nourriture. Ou bien, on a commandé, voilà la nourriture. Je vais me coucher. Je deviens comme un zombie. Tu penses que mes enfants ont besoin de ça? Non. Quand je travaille et qu'il est 16 heures, je dis à mon chauffeur, hey, Eri, on doit rentrer. On va aller chercher. Je suis toute contente parce que j'ai passé une bonne journée. Ah, maman, on a fait ci, la maîtresse dit ça. La maîtresse, toi, tu es trop fort. Toi qui as fait ci. Oui, maman, on est content, on rentre à la maison. Mais avant de rentrer, on va aller prendre une glace. Ou bien, avant même d'arriver, j'ai déjà acheté les glaces, j'ai déjà acheté le petit cadeau à leur donner. Voilà votre cadeau. Ils sont contents. On rentre à la maison. Je prends soin d'eux, ils sont propres, tout le monde est content, on mange. Ok, c'est l'heure d'aller dormir, on va dormir. On est tout content, on est tout pimpant. Je pense que c'est beaucoup mieux que ce visage-là où je suis à la maison, je suis tout le temps couchée, tout le temps boudeuse, nonchalante dans les gestes. Non. Je pense qu'ils ont beaucoup plus besoin, en fait, de la maman qui sort et qui vient les chercher à l'école contente, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est mon cas. Et toutes les femmes n'ont pas à être comme moi. Mais celles qui ressentent dans ces idées-là que, franchement, c'est comme ça qu'elles aimeraient vivre, ce serait dommage qu'elles ratent leur existence sur Terre, en fait. Qu'elles ratent ce bout de bonheur. Elles doivent vivre pleinement. Si elles ressentent qu'elles ont besoin de vivre comme ça, si elles ressentent que elles sont très souvent tristes à la maison. Parce que beaucoup sont tristes, hein. Beaucoup de nos épouses, de nos femmes à la maison sont tristes, hein. Mais on le voit pas souvent. Tu vois? Et si vraiment une femme qui me regarde se dit, non, franchement, Alice, ce que tu es en train de dire, tu parles de moi et tout. La vie est courte, en fait. Tu vois, moi, je peux me dire, ok, je vais faire 10 ans à la maison, tous mes enfants vont finir tout, et puis je vais reprendre mes activités. Mon frère, il est décédé dans sa chambre d'université. Il n'avait rien. Il n'avait pas de maladie, arrêt cardiaque comme ça. C'est-à-dire, ils n'ont jamais su nous expliquer qu'est-ce qui a provoqué l'arrêt cardiaque de mon frère. Quand mon frère est décédé, petite anecdote, quand mon frère est décédé, ce qui a changé ma vie vraiment et qui m'a fait comprendre que la vie est courte et que d'un moment ça s'arrête, c'est que j'ai vu mon frère, en fait. J'ai vu mon frère. Tu as vu ton frère? J'ai vu mon frère, là, il est décédé en Chine. D'accord. Et il a fait 1 mois avant de venir à Abidjan, avant que son corps vienne à Abidjan. Okay. Un jour avant son arrivée, on n'avait aucune idée de quand il venait. Un jour avant son arrivée, dans mon rêve... L'arrivée du corps, quoi, tu veux dire? Oui, l'arrivée du corps. Dans mon rêve, j'ai vu mon frère rentrer à la maison. Il avait porté une tenue. On va dire chemise de telle couleur, pantalon de telle couleur, souliers de telle couleur. Et il est rentré. Il m'a dit, allez, je suis rentré. Je suis arrivé. Mais j'ai des courses à faire. Je viens d'arriver à Abidjan. C'est maintenant que mon corps est là. Je vais faire d'autres choses. Et on a discuté. Il m'a expliqué comment il se sentait, comment il avait l'impression que sa vie s'était arrêtée. Et comment il se sentait, comment c'était brusque pour lui. Mais il ne voulait pas me montrer sa tristesse parce que j'étais la petite sœur, tu vois. Et il m'a dit qu'il partait. Et je lui ai dit non, je veux te suivre, je veux qu'on sorte ensemble. Donc, dans ce rêve-là, on a beaucoup discuté et il m'a tapé. Et je me suis réveillée avec ce coup au corps. Et j'avais tellement mal que j'ai crié. Et je dormais avec ma mère et ses sœurs. Et elles m'ont demandé, Alice, qu'est-ce que tu as? Et je lui ai dit que je viens de voir mon frère et il m'a dit qu'il venait d'arriver. Et j'ai dit ce qu'il avait porté. Il a porté telle chemise de telle couleur, tel pantalon de telle couleur, tel soulier de telle couleur. Il avait telle coupe de cheveux. Et il a dit qu'il venait d'arriver. Et à midi, on a appelé ma mère pour lui dire que le corps de mon frère venait d'arriver. Jusqu'à présent, on trouvait que c'était la douleur, la difficulté. On arrive à la morgue. Quand on est arrivé à la morgue, je suis rentrée à l'intérieur avec mon oncle parce que ma mère ne pouvait pas et ma sœur. Et quand on est rentré, la même chemise, le même pantalon et les mêmes chaussures étaient sur le corps de mon frère, ainsi que la même coiffure. Et avant qu'on l'enterre, il m'a partagé la tristesse qu'il avait de partir. Je vais jamais. Tiens, prends ça. Prends ça. Ça va, je me reprends. Non, prends. Jacob. Donc, tu vois, il m'a partagé cette douleur, cette tristesse qu'il avait, parce qu'il avait beaucoup de rêves.
2 mois avant de décéder, il venait d'avoir son master. Et il avait prévu rentrer à la fin d'année à Abidjan pour lancer son entreprise. Il voulait être dans tout ce qui est ameublement. Ameublement, d'accord. Tu vois. Et pendant toute la période avant qu'on l'enterre, il était tout le temps là. C'est-à-dire, on peut être assis là et je sens qu'il est là, en fait. Son parfum. En fait, il était dans ma vie même. Tu vois? Et j'ai ressenti ce poids qu'on peut ressentir lorsqu'on repart avec un sentiment de non-accomplissement. Et je me suis dit que ça n'allait pas être mon cas. Tu vois? Je me suis dit que ça n'allait pas être mon cas. Et que j'allais vivre pleinement chaque jour de ma vie sur Terre. Tu vois? Ça m'est arrivé, j'avais 18 ans. Il a décidé quand j'avais 18 ans. J'avais dansé à l'Iwax. Je me rappelle que j'avais dansé à l'Iwax au départ. Mes frères, même, c'était difficile pour eux de partager. Ils trouvaient que c'était encore mes conneries. Et c'est lui qui partageait ça. Il a été un gros soutien pour toi, en tout cas. Oui. Tu vois, avant de décéder, on va dire 1 mois, 2 mois avant, j'étais l'une des dernières publications. Il avait posté, c'est l'anniversaire de ma petite sœur, sois heureuse, je t'aime, etc., etc. Et moi, c'était le seul frère qui m'avait posté. Je critique pas les autres. Mais il était fier de moi. Et il m'aimait, en fait. Et j'avais un lien particulier avec lui. C'est pour ça que, après son décès, je l'ai ressenti aussi fort, en fait. Donc aujourd'hui, je ne vis pas en me disant que oui, j'ai assez de temps, je peux faire comme je veux. Je suis tellement consciente que comme ça. Et que c'est pas que la maladie, c'est pas que la vieillesse. Tu vois, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent intervenir. Il y a les accidents, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Ça dit qu'il est décédé d'un arrêt cardiaque. Arrêt cardiaque à moins de 30 ans. À moins de 30 ans. 27 ans. Tu vois, 26, 27 ans. Et il est décédé comme ça, sans explication. Et moi, je pense que on ne doit pas prendre la vie comme acquis. Il faut être de l'autre côté. Parce qu'en allant à la morgue fréquemment, j'ai pu voir d'autres corps, j'ai pu voir plein de choses, tu vois. Je vais pas dire, mais j'ai pu voir beaucoup de procédés. Et j'ai compris qu'on n'est rien, en fait. On est comme des poulets, à la vérité. Et il faut pas s'enorgueillir d'être en vie. Il faut en profiter. Il faut vivre pleinement. Il faut pas remettre à demain. Il faut être heureux d'être là et se battre pour briller. Voilà. Positivement, parce que à la fin, on a des comptes à rendre. Avec mon frère, il y a eu des épisodes que je vais pas dire, où j'ai compris qu'il y avait vraiment des comptes à rendre. Tu vois, donc il faut vivre pleinement, c'est vrai, mais essayer de faire au maximum pour être dans la droiture, éviter les micmacs, parce que c'est bien beau aujourd'hui, mais en fait, pas comment te dire, tu peux t'arrêter là, tu vois tout, mais tu ne peux plus toucher. Et tu te rends compte que tout ce que tu as eu là, en fait, à la réalité, ça n'a servi à rien. Parce qu'il y a une lumière devant qui te dit qu'il y a des explications à donner. C'est pour ça que je dis que je suis heureuse. Je ne cherche pas à être, franchement, à 25 ans, pour le chiffre d'affaires de la marque, c'est beaucoup. Je n'ai pas envie de forcément être en Italie là maintenant, d'être à New Jersey là maintenant. Selon le plan de Dieu, je vais y aller. Mais franchement, je ne me mets pas une grande pression de succès. La pression que je me mets, c'est épanouissement. Épanouissement, joie, amour, liberté. Voilà, je suis très heureuse comme ça. Ok. Et le succès viendra forcément... Oui, ça peut venir ou pas. Ça peut venir ou pas. Ça peut venir ou pas. Ça peut juste être l'épanouissement qu'on a eu, si c'était la qualité de vie qu'on a eue. Je pense que ça compte. Moi, j'ai rencontré tellement de personnes riches qui sont pas heureuses que, franchement, la richesse, c'est comme on n'a pas en cri. C'est ça. Quand on l'a, voilà. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu as réussi du coup? Est-ce que j'ai réussi? Je suis bien. Je suis heureuse. Et vu que je cherchais à être heureuse, je pense que oui, j'ai réussi. T'as réussi. Ouais. Je sais où tu veux en venir. Je sais que tu veux changer la tendance, mais je te vois venir. Non, je vais pas changer de tendance. Okay. Je pose des questions pour comprendre. Bon, quelle tendance, je sais pas quelle tendance je vais t'emmener alors. Je te laisse continuer. Est-ce que tu penses que tu as réussi? Une question à laquelle on apporte une réponse sincère. Est-ce que tu penses que tu as réussi? Je la repose la question. Je suis sur la voie de la réussite. Tu es sur la voie. Donc financière. Je sais que c'est de ça que tu parles. Donc, je suis sur la voie de la réussite financière. Ok. On va parler de finance, d'argent. J'ai dit que je devrais venir. J'ai dit. On va parler de finance, d'argent.
Après, je sais que c'est pas tout le monde qui veut partager. Bon, après, tu me diras. Hein. Tu dis que le chiffre d'affaires de Aliwax, quand même, il est pas mal. Oui, il est pas mal. Il est de combien? Oh, je vais quand même pas dire le chiffre d'affaires d'entreprise. Non, c'est sûr. Mais ça va très bien. Ça va très bien. Très, très bien. Très ok. Bien. Donc, la question, c'est comment maintenant tu gères ton argent au quotidien en tant que chef d'entreprise et personnellement. Donc, en tant que chef d'entreprise, comment tu gères les revenus que tu gagnes? Est-ce que tu réinvestis une bonne partie? Comment tu répartis à peu près? C'est juste des pourcentages des parts? Parce que une des raisons qui fait que certains entrepreneurs, surtout en Afrique, échouent, c'est parce que ils ont une très mauvaise gestion de leurs finances, que ce soit les finances personnelles ou les finances d'entreprise. Donc toi, comment tu gères l'argent de l'entreprise? Quand tu reçois, par exemple, on va dire tu as reçu 30 millions de francs CFA de chiffre d'affaires pour un mois. C'est 30 millions forcés, il faut payer les employés, tu enlèves tout. On va dire que tu fais un bénéfice net de 10 millions. C'est des chiffres, moi tu m'as pas dit, voilà. Donc ces 10 millions, tu fais quoi avec? Bon, il faut savoir que depuis le 2020, j'ai commencé déjà à investir dans les terrains. D'accord. J'avais pas beaucoup d'argent, mais j'avais réussi à avoir des entreprises qui permettaient de pouvoir faire des paiements échelonnés. Ok. Donc, on peut dire sur un an, je peux me partager. Le premier terrain que j'ai acheté, en fait, c'est un peu comme des économies. Une partie du bénéfice est réinvestie dans ces choses. Mais au nom de l'entreprise ou à ton nom personnel? L'entreprise m'appartient à 100%. Donc, d'accord. C'est blanc, bonnet, blanc. Blanc, bonnet, blanc. Ok, donc du coup, que tu fasses au nom de l'entreprise ou à ton nom, c'est la même chose. C'est la même chose, ouais. Tu vois? Donc, en 2020, sur un an, j'ai réussi à avoir un premier terrain à Hongrie, 12e tranche. D'accord. En 2020. Ensuite, voilà, terrain. Chaque année, je faisais ça. Après, au niveau de 2022, fin 2023, je suis rentrée dans les appartements. D'accord. Le premier appartement, c'était avec Laurier. Ok. Voilà, un appartement aux 2 plateaux. Ensuite, plusieurs. Et maintenant, je suis dans la construction. Ok, tu as commencé à construire tes propres maisons, oui. où tout ce qui est dedans sera Aliwax, quoi. Non. Les têtes de lit, les lits, les sacs, et tout. Non. Là, je suis à ma 2e construction. D'accord. Et j'en ai 2 autres qui commencent en janvier à revendre. Non, mais quand tu dis construction, tu construis des villas? Des duplex. Des duplex, d'accord. Donc des villas. À Cocody. Okay. Ah, c'est bien ça. Donc, tu ne fais pas que Aliwax, tu fais plein d'autres choses. En plus de ça, est-ce que tu fais d'autres choses? Tu as parlé de terrain. Oui. Tu fais les maisons. Mais par rapport à mon image de marque, je préfère qu'on garde mon image pour l'instant sur Aliwax. Aliwax, pourquoi spécialement? C'est une stratégie communicationnelle. D'accord. Voilà. C'est pour le moment. Ok. J'ai d'autres projets qui vont me nécessiter de communiquer sur mon image. Mais pour le moment, je ne veux pas mélanger la tête des gens. Donc, voilà. Aliwax, Alice, il n'y a pas, c'est Aliwax. C'est Aliwax. Faut pas faire comme nous tous les gens sont mélangés. Aujourd'hui, on le voit dans voiture, demain, on le voit dans l'hôtel. Non, mais c'est pas négatif, tu vois. Non, mais c'est une autre stratégie aussi. C'est une autre stratégie. Ok, super. Mais écoute, Alice, c'est tellement sympa de discuter avec toi. Pour moi, je ne veux même pas une interview, hein, c'est une discussion. Et c'est bien d'en apprendre davantage sur toi. Et il y a tous ces entrepreneurs en herbe qui veulent se lancer, il y a tous ces salariés qui veulent quitter le salariat pour se lancer dans l'entrepreneuriat, à tous ces jeunes qui veulent finalement vivre leurs rêves. Quels sont les 3 conseils que tu pourrais leur donner? On va dire, quel est le conseil? Le conseil, c'est un seul conseil. Non, il faut donner 3. Donne déjà le et puis on verra s'il y a d'autres qui viennent après. Pour le conseil, je leur dirais de chercher leur mission de vie. Ça, c'est important. Et de vivre pleinement. D'accord. C'est vraiment le message que je veux partager. Maintenant, par rapport à être un peu plus technique, je leur dirais de ne pas se sous-estimer, leur faible commencement. Voilà, on peut commencer petit et arriver à de plus grandes sphères. C'est le Seigneur qui fait grâce. Le travail aussi joue beaucoup, je suis d'accord. Mais pour moi, personnellement, je pense que il faut pas se négliger. Il faut vraiment y croire. Il faut pas regarder sa condition, la condition de ses parents, la condition de sa famille, etc. Non. Il faut se faire confiance. Et il faut pas hésiter à gérer sa vie en fonction de son, comment je vais dire, comment bien exprimer ça? Déjà, il faut pas calquer la vie de l'autre. Il faut prendre en compte sa situation de vie et essayer d'évoluer petit à petit. Faut pas regarder les efforts qu'on fait et les sous-estimer parce qu'on voit que l'autre
a peut-être moins âgé que nous, ou peut-être un peu plus âgé, ou bien qui a commencé d'avant nous à un certain niveau. Alors que nous, on a évolué peut-être en 2 ans, on a fait plus 3, comme l'autre a fait plus 10. Pour nous, notre part d'effort n'a plus de valeur. Je dis non. Il faut vraiment être focus sur son travail et de vivre pleinement. Il faut pas vivre pour chercher l'argent uniquement. Parce que si tu cherches que l'argent, il y a beaucoup de facilités qui auront accès à ta vie, que tu vas accepter de vivre juste pour l'argent. Il faut aimer l'argent, oui, mais aimer l'argent gagné positivement. Parce que l'argent gagné positivement nous permet de pouvoir bien dormir et d'être fiers de nous. Moi, je suis fière de moi. D'accord. Voilà, parce que aucun homme, aucun ministre ne peut se prévaloir d'avoir financé quoi que ce soit. Je mets au défi quiconque. Quiconque. On n'en verra personne. Parce que ce travail-là, il est propre. J'ai eu beaucoup d'ouverture, ça c'est sûr. J'ai eu beaucoup de grâce. Les gens m'ont ouvert beaucoup de portes. Ça, oui. Mais j'ai pas eu besoin de passer par des relations hommes et femmes qu'on connaît pour pouvoir atteindre l'objectif. Non, Dieu ouvre les portes. Et quand Dieu t'ouvre les portes, il t'ouvre les portes de manière extraordinaire. Et notre travail également nous ouvre des portes. Donc, le travail bien fait, la communication, comment présenter son travail, ça compte. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font un travail extraordinaire, mais qui n'arrivent pas à le présenter au monde. Il faut vraiment vivre en fonction de son temps. Voilà. C'est très important. Donc, moi, je pense que nous pouvons réussir tout ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Tout. Les projets du Seigneur pour nous sont des bons projets. Il nous a créés pour pouvoir atteindre de beaux objectifs. Et il tient vraiment à ce qu'on puisse être des personnes accomplies et qu'on puisse le rejoindre dans la bonne humeur. Donc, voilà, il y a pas à se stresser. La vie est trop courte. Ok. En tout cas, merci. Et pour finir, ça va être la dernière question. Tu en as parlé et je vais aborder quand même la fenêtre, le sujet. Tu parles de propositions indécentes. Je pense est-ce qu'en tant que femme, dans l'entrepreneuriat, tu en as reçu beaucoup, je pense. Et comment tu arrives, en fait, à dire non à des propositions indécentes sans que cela ne te ferme totalement des portes? Est-ce que tu penses que c'est possible? J'ai déjà ressenti, mais je ne l'ai pas eu. Ah, tu l'as pas eu ouvertement, non. Mais tu as senti dans des comportements que... Non. En fait, je suis un peu trop fière aussi. D'accord. Donc, les hommes arrivent à voir les femmes qui sont trop fières. C'est ça. Un peu narcissiques sur le bord. Tu le dis fièrement en plus. Oui, très fièrement. Très fièrement. Donc, tu es contente aujourd'hui de dire que tu as de tes mains, à la sueur de tes mains et de ton front, et pas d'ailleurs, tu as réussi à monter ton business, ta marque, et aujourd'hui, c'est une grande fierté pour toi. Je suis fière. Et je mets quiconque au défi de dire le contraire. Bon, vous avez les commentaires. Si quelqu'un... Jean-Rita, tu veux créer le problème. Si quelqu'un a une histoire sur Ali, elle-même, elle a dit sur Alice, elle-même, elle a dit qu'elle met quiconque au défi. Les gars, vous êtes au défi. En tout cas, s'il y a les histoires mettez dans les grains, commentaires. Parce que s'il y a toutes les histoires là, venez nous dire. S'il y a des histoires, ce sont les grains. Ce sont les grains, Oui. c'est sûr. Ce sont les grains. Ils n'auront pas le courage. Parce que maintenant, il faut avoir les preuves de ce que je dis. Ah, bon, en tout cas, mettez, si vous avez déjà entendu parler, c'est qu'Alice a dit, elle a dit qu'elle va nous dire la vérité. Donc, elle nous a tout dit, elle a commencé avec 5 000 francs. Et puis, il n'y a pas de garçon qui a financé. Pourquoi tu tiens à dire garçon? C'est ce que les Tu gens aimes disent. le problème. C'est ce que les gens disent, en tout cas. Mais bon, moi, je suis fier de ce que tu as réalisé. En tout cas, très, très fier. Bravo. Ce que tu fais, bravo aussi pour la suite, parce que je pense que tu n'as même pas encore réalisé 1% de ce que tu dois réaliser. Ouais. Moi, je vois Aliwar, c'est une marque internationale de renom. Amen. Qui va dépasser les frontières. On devra entendre parler de toi. Tu fais un travail excellent. Amen. Bravo pour ça. Et surtout, comme tu le dis, hein, ne te limite pas. Pas du tout. Sky is the limit, comme on dit. Yes. C'est ça. Et l'objectif, comme Alain Zara le dit très régulièrement, c'est d'être légendaire. Effectivement. Donc, sois légendaire, ma sœur. Et d'être heureux aussi. Et puis, ouais, heureux aussi, c'est important. Mais légendaire. On sera heureux au ciel. Pour moi. En tout cas, merci Alice. Merci pour ton temps. Merci Jean-Yves. Merci pour cet échange. Et j'espère que cet échange vous a plu. Vous avez vu, c'était décontracté. Le but, c'était de connaître plus Alice qui est derrière la marque Aliwax, de rentrer dans son univers, rentrer dans son univers. Et puis, je pense que c'est un univers qui, je l'espère, vous a convaincu et vous a inspiré. Donc, si vous avez
les bérets sur Alice quand même. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. En fait, c'est ce que tu cherches. Peut-être il y a des choses qu'elle nous a pas dites. Mettez dans les commentaires et puis... Dans ce cadre-là, on ne trouvera pas. Ok. Donc, en tout cas, merci de nous avoir suivis et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci Alice. Merci. Et merci à vous. J'aime trop le problème. Mais t'es même pas créé.